Et on va parler vraiment du retour cette fois de Thomas. Le retour, il se présente un peu comme ça, c'est-à-dire que 1 minute away from the start of the deorbit burn, the International Space Station with Whitson Fisher ensuite, and on your ferme chief la première capsule, enfin le premier sas qui est celui du Soyouz, qu'on voit avec son cône, et qui est normalement dans l'espace, une fois le Soyouz parti. Et puis les astronautes descendent dans leur capsule pour rejoindre le module de descente qui se trouve au centre du vaisseau. Une fois qu'ils sont prêts à partir, qu'ils ont fait toutes les vérifications possibles, il y a des ressorts qui sont arrimés sur la tête du Soyouz et qui vont tout simplement pousser le Soyouz vers l'extérieur de la station à une vitesse d'environ une quinzaine de centimètres par seconde. Donc c'est extrêmement doux, c'est extrêmement tranquille et en fait il n'y a pas besoin de propulsion, tout est fait par des ressorts, tout est mécanique. Alors ensuite, ils vont s'éloigner de la station, donc ils vont faire une petite poussée avec des petits moteurs de manœuvre, une poussée de 15 secondes, qui va les emmener beaucoup plus loin de la station pour éviter qu'il y ait une collision après avoir quitté la station et en se préparant à rentrer. Là, ils ont mis en route leur moteur, c'est ce qui va arriver dans très peu de temps à Thomas Pesquet. Et là, à partir de ce moment-là, à partir de l'allumage des moteurs, le Soyouz va commencer à descendre en altitude puisqu'il aura perdu énormément de vitesse. Donc la Terre va l'attirer de nouveau. Et donc à ce moment-là, elle commence à perdre énormément d'altitude. On va passer de 400 km à 140 km. Et c'est à ce moment-là qu'on a une séparation entre le module de service, le module orbital qui ne sert plus à rien, et le module de descente dans lequel sera Thomas Pesquet. Alors Thomas Pesquet, il n'est pas tout seul dans cette capsule, c'est pas lui qui la pilote comme commandant. Le commandant, c'est Oleg Novitsky qui est parti avec lui en novembre. On en parlera tout à l'heure avec Marie-Ange. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, il ne faut pas oublier que tout ça se passe au départ à 28 000 km/h, donc c'est très très rapide. Autant vous dire qu'il ne faut pas faire une fausse manœuvre et se tamponner parce que ça pourrait faire des dégâts qui sont irréversibles et perdre les êtres humains. Donc au départ, ils sont à 28 000 km/h et quand ils vont s'éloigner et ensuite commencer à descendre, ils vont perdre de la vitesse, comme l'expliquait Vincent. Ils vont petit à petit perdre de la vitesse et passer de 28 000 à 800 km/h, ce qui est déjà une grosse descente et un gros freinage. Et c'est après qu'on va commencer à avoir la désorbitation, une fois qu'on s'est débarrassé des modules. Vous avez vu, c'est en 3 morceaux. La capsule dans laquelle Thomas et Oleg reste entière, c'est celle qui va atterrir. Les 2 autres morceaux vont partir et brûler complètement, se désintégrer totalement dans l'atmosphère avec le frottement et la chaleur. Merci. J'essayais de te remettre l'image pendant que tu décrivais parce que ça allait super bien, mais en fait, je n'ai pas réussi. C'est pas grave. Alors voici ce qui se passe quand il y a une séparation des modules. Je vous la remets. Donc en fait, là ce que vous venez de voir, c'est une séparation de tous les modules du Soyouz avant la rentrée. C'est-à-dire que c'est le moment où il largue le module de service, le module orbital, pardon, et le module de service. Donc en fait, ce sont des petits boulons explosifs qui explosent les uns après les autres, toutes les petites millisecondes, on va dire. Et en fait, c'est ça qui génère d'énormes vibrations à l'intérieur de la capsule et qu'on entend tous ces bruits, en fait, ces bruits d'explosion. En fait, c'est tout à fait normal. Les astronautes le savent, mais c'est toujours assez impressionnant à entendre. Ensuite, une fois qu'ils sont tout seuls dans leur module de descente, prêts à rentrer dans l'atmosphère, ils rentrent dans une atmosphère de couche dense avec une vitesse très élevée, comme vous l'a dit Marie-Ange. Et c'est là que le bouclier thermique a son effet, a son utilité, puisque là, il va faire en sorte que la capsule, tout simplement, ne brûle pas dans l'atmosphère, puisque le frottement de l'air avec cette vitesse fait que la capsule est littéralement en flammes. Vous pouvez voir dans le hublot que des dépôts de plasma se sont faits, des dépôts de plasma qui sont dus à la chaleur extérieure et qui touchent un peu la vue du hublot. On voit quelques flammes qui y passent d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment, vu de l'intérieur, une rentrée en Soyouz. Ça peut monter quand même à 1600 voire 2000 degrés, donc c'est très très chaud. Et si vous posez la question quand il y a la séparation, est-ce que avec ces explosions, le vaisseau ne va pas partir un peu dans tous les sens?
ça peut arriver, mais à ce moment-là, la capsule Soyouz est autostable. Elle a été fabriquée de telle façon, c'est que même si elle se met à se secouer un petit peu dans tous les sens, au bout d'un moment, hop, automatiquement, elle se remet correctement. Un peu comme les culbutos, vous savez, les jouets pour les petits bébés là, qui ont le fond un peu lourd. Là, ça fait un peu la même chose, hop, et ça se remet correctement. Et là, il se positionne parfaitement pour entrer dans l'atmosphère. Il y a énormément de systèmes qui ont été mis en place, des systèmes très simples dans la conception du Soyouz, pour qu'on puisse le contrôler facilement. Ensuite, donc ça c'est de la rentrée à 10,5 km, on a la fin de la rentrée, et là on commence à sortir les parachutes. Alors vous voyez que là, elle a retrouvé une vitesse plutôt normale, et là un premier parachute s'ouvre, c'est le drop chute, et c'est un parachute, un petit parachute qui va servir pas à arrêter la capsule et la faire descendre tranquillement, mais plutôt à la freiner, tout simplement à la freiner, parce que si on ouvrait le grand parachute à une grande vitesse, et ben, tout simplement ce parachute pourrait s'arracher. Donc là on sort un parachute qui est un parachute de freinage, qui va d'abord freiner, ralentir la capsule au fur et à mesure que la descente se fait. Ceci dit, c'est très efficace, on passe de 800 km/h à 288. C'est pas mal. C'est assez impressionnant les vitesses de la capsule. Est-ce que tu veux commenter ceci? Vous voyez que ça secoue un peu. Hein. De toute façon, toutes les rentrées de Soyouz secouent un petit peu. Alors, contrairement à ce qu'on a pu entendre de partout, ça n'est pas une descente à haut risque, ça n'est pas un retour à haut risque. C'est commun, les Soyouz, il y en a quand même pas mal qui sont redescendus. C'est la procédure normale. Voilà, tout à fait normale. Alors ensuite, la descente continue. Les hublots sont ouverts, vraiment complètement ouverts, et là vous voyez que la lumière du jour entre, tandis que la capsule descend sous parachute, donc c'est ce qui va se passer là à peu près aux alentours de 16h05, je dirais à peu près, s'il pose à 16h09. 16h10, on était sur 16h10, la nouvelle heure d'atterrissage. Ah, okay. Le parachute, toute petite taille, 1000 mètres carrés de toile. Vous imaginez, la superficie, là, on couvre complètement les dessous. Hein. Gigantesque. Et donc ensuite, on va larguer le bouclier thermique, une fois qu'on a le grand parachute qui est décollé. Et la capsule va faire une descente assez courte, assez rapide quand même, je crois que c'est 26 km/h. 22 à 23 km/h. Ouais, c'est ça. Et donc, à la fin, les sièges vont se relever. Alors, ce relevé de siège, il n'est pas anodin. Ce relevé de siège, en fait, il sert à amortir le choc qui va se passer quand la capsule va toucher le sol. C'est-à-dire que la capsule, comme je vous ai dit, elle va toucher le sol, enfin, elle va descendre à une vitesse supérieure à 20 km/h. Donc c'est assez violent. C'est comme si vous étiez en voiture contre un camion. Hein, alors c'est Paolo Nespoli, l'astronaute italien, qui part d'ailleurs dans quelques semaines, disait que le choc à l'atterrissage, qui est à peu près de 22 km/h, c'était comme une petite voiture qui se faisait percuter par un camion. Sauf que vous êtes dans la petite voiture. Donc ça fait un petit choc quand même. Et je crois que l'entraînement pour les voitures, quand on est au crash test et autres, quand on a perdu un peu tous ses points, qu'on vous fait tester quelques trucs comme ça, je crois que c'est à 20 km/h. Ça tape. Ça tape fort. Et donc c'est pour ça que ces sièges se lèvent pour pouvoir amortir le posé quand il arrivera. Le posé est imminent. Les astronautes le savent, ils ont senti que leur siège se relevait. Et là, ce qu'ils doivent faire, c'est concrètement rassembler les bras vers eux et essayer de se recroqueviller dans leur siège. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'avec le choc de l'atterrissage final, eh ben, ils puissent se taper les bras contre un bout de métal ou un accoudoir ou quelque chose comme ça, et donc risquer de se blesser ou de se faire très très mal. Petit truc amusant, interdiction de parler. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que si la langue est à l'extérieur au moment où on tape, elle est sectionnée. Donc à partir d'un certain moment, on ne parle plus. C'est plutôt un problème. Et ensuite arrive le moment du posé. Alors ces images sont spectaculaires. La capsule touche le sol à une vitesse énormissime et que ça fait une explosion. En fait, l'explosion elle n'est pas due à la capsule qui heurte le sol. En fait, la capsule est pourvue de rétrofusées dessous, que vous voyez d'ailleurs dans le film Gravity à la fin. Désolé de spoiler. Et il se trouve que ces rétrofusées s'activent à 70 cm du sol, si je ne m'abuse. C'est exact. Ouais. Et donc permettent de ralentir une dernière fois la capsule avant qu'elle touche le sol. Et c'est pour ça qu'on a cette explosion de fumée qui n'est qu'en fait que la fumée qui est balayée par les rétrofusées.
Mais le choc est quand même assez violent, même avec la rétrofusée. Je pense que j'ai une vue intérieure. Et en même temps, il largue les sous-pentes du grand parachute que vous avez vu. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est un petit peu la configuration que vous avez sur l'image. C'est-à-dire que s'il ne largue pas assez vite le parachute, s'il y a beaucoup de vent, la capsule va être entraînée par le parachute qui reste gonflé. Donc en général, il largue très vite les sous-pentes, quasiment au moment où il tape, en fait. Et donc ensuite, les équipes de récupération arrivent très 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 vite sur la zone, histoire de bien sécuriser la capsule et de pouvoir extraire tout simplement les astronautes. Alors tout simplement, c'est pas exactement le cas, hein. Comme vous le voyez, ils s'y mettent à plusieurs. Ils ouvrent l'écoutille et sortent les astronautes qui ne sortent pas d'eux-mêmes, hein. Alors là, pas du tout. Là d'ailleurs, vous voyez, c'est Paolo Nespoli. Et du coup, il est porté jusqu'à une chaise, puisqu'en fait, il a passé plusieurs mois dans l'espace. Et ils ont besoin de se remettre de l'absence de gravité qu'ils ont vécu pendant plusieurs mois. Et du coup, ils sont installés sur des chaises. Et en général, c'est à ce moment-là qu'ils ont une communication avec leur famille, une première communication pour leur dire écoutez, je suis sur Terre, tout va bien. Quelque chose à rajouter peut-être? En fait, imaginez, vous êtes en apesanteur, vous pesez rien pendant 6 mois. Ça, c'est le top, hein. Surtout pour nous les femmes, c'est la balance exit. Et puis quand vous redescendez, là c'est un petit peu moins abusant et c'est là que nous on ne va pas aimer du tout parce qu'on passe à 4G, c'est-à-dire que c'est 4 fois le poids. Donc on apprécie un peu moins. Et puis quand ils ont atterri, ils sont à 1 fois leur poids, c'est-à-dire exactement ce qu'on ressent tout de suite. Sauf qu'ils ont passé 6 mois, à peu près entre 5 et 7 mois en apesanteur à ne rien peser du tout. Donc même s'ils ont fait du sport, même si ils ont essayé de garder leur masse musculaire, il y a quand même un petit temps d'adaptation et c'est pour ça qu'on les aide à sortir de la capsule, on les extrait. Il faut savoir qu'en général, dans l'heure qui suit, ils sont déjà debout, avec des gens qui sont de chaque côté pour veiller à ce qu'ils ne tombent pas. Mais 9 fois sur 10, les astronautes, au bout d'1 heure, sont déjà debout. Et Thomas, ce soir, prendra déjà l'avion pour rentrer en Allemagne. Il arrivera cette nuit en Allemagne. En fait, je dirais même qu'il va atterrir, décoller, atterrir, décoller, atterrir. Puisqu'en fait, il va atterrir au Kazakhstan dans sa capsule, puis un hélicoptère passera le chercher, il redécollera dans l'hélicoptère donc pour se rendre à l'aéroport, puisque l'aéroport n'est pas juste à côté du lieu d'atterrissage. Donc il fait un tour en hélicoptère, il atterrit avec son hélicoptère, puis redécolle avec un avion pour aller à Cologne en Allemagne, où il atterrit au final, jusqu'à la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il passe pas par Moscou aussi. Non, moi on m'a dit direct ou Cologne. Parce qu'au départ, il devait passer par Moscou. Moi, on m'a donné un direct Cologne. Hein. Il a de la chance, un avion de moins. Alors, on va vous parler vite fait de l'ISS quand même, parce que l'ISS, elle est importante. L'ISS, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, on en parle, mais pas dans les détails. Donc, parlons un peu de qu'est-ce que l'ISS. Alors, l'ISS, c'est cette photo, c'est cette grande image, c'est cette grande construction, la construction la plus chère de l'histoire de l'humanité. Plus chère que tout dans l'humanité. Des milliards et des milliards. Commencé il y a presque 20 ans. Commencé en 1998, exactement, avec le lancement d'un premier module. Elle a été assemblée totalement dans l'espace. Je n'ai pas le nombre exact de lancements qu'il a fallu faire en navette et en On s'est beaucoup servi de la navette spatiale américaine qui avait une grande soute et donc c'était très facile de transporter les choses dedans. Exactement. Alors, pour donner quelques chiffres, la poutre elle-même fait plus de 100 mètres. Elle fait la taille d'un terrain de football en longueur. En largeur, c'est à peu près la même chose. Un panneau solaire fait 32 mètres, donc c'est quand même pas rien. Nous avons des modules habités, ici, ici et ici. C'est-à-dire que tout ceci, ce ne sont pas des modules pressurisés dans lesquels les astronautes peuvent se balader tranquillement. Ce sont des poutres, ce sont des structures qui servent tout simplement à garder les matériels d'énergie et de maintenance de la station. Vraiment, les modules habités, ils sont ici. Nous avons notamment ici le module européen Columbus, qui a été installé par... pardon ? Oui, le seul module européen. Enfin non, si, la Cupola aussi. Oui. Elle me titille. Nous avons donc le module européen Columbus qui a été installé en fin 2008-2009, il me semble, et qui sert à Thomas Pesquet pour faire ses expériences. Donc c'est son lieu d'expérience à lui. Après, en autre lieu, nous avons tous les modules russes qui sont au fond, avec des Soyouz qui sont amarrés ici. Et nous avons les modules américains ici et un peu sur les côtés, qui sont derrière la poutre là. Alors cette station, elle est vraiment gigantesque. Oui. Tu oublies un pays.
Pas des moindres, le Japon. Ah oui, le Japon, oui. Il y a un très gros laboratoire, Kibo. Exactement, oui, le laboratoire Kibo, excusez-moi le Japon, où il y a un module d'expérimentation gigantesque et en plus un module d'expérimentation extérieur. C'est-à-dire que depuis le laboratoire Kibo, on a vu Thomas Pesquet lancer des CubeSats, des petits satellites, directement dans l'espace avec un SAS. Et il peut aussi manipuler, avec ce petit bras robotique, il peut manipuler des expériences à l'extérieur de la station, ce qui évite de sortir et d'avoir des sorties éprouvantes à faire pour manipuler des expériences. Il a juste à utiliser le petit bras robotique depuis l'intérieur. Donc la Station spatiale internationale, elle tourne autour de la Terre à une altitude de 400-420 km environ, à une vitesse de 28 000 km/h. Elle va très très vite pour justement garder cette orbite. Parce que si on va moins vite dans son orbite, on commence à descendre. Si on va plus vite, on commence à monter en altitude. Donc là, elle a une vitesse à peu près constante de 28 000 km/h environ. Elle fait un tour de la Terre en 1h30. Et en 1h30, elle a une alternance jour-nuit. Donc en fait, elle fait 45 minutes dans la nuit, 45 minutes dans le jour. Donc 16 levées de soleil par jour. Et coucher. Et coucher. Et du coup, on se demande quelle heure il est sur la station en général. Alors l'heure de la station, c'est toujours le même. C'est l'heure GMT ou UTC, c'est-à-dire du méridien de Greenwich. Donc en fait, si vous voulez savoir si des astronautes dorment, vu que leurs plannings sont réglés par rapport à cette heure-ci, s'il fait nuit chez nous, il fait forcément nuit à bord de la station. En tout cas, nuit à l'intérieur. Nuit à l'intérieur, parce qu'en fait, ils gardent un rythme assez classique. Comment se déroule une semaine d'un astronaute dans l'espace? C'est très simple. Vous avez 7 jours, comme chez nous, 5 jours de travail, du lundi au vendredi. Le samedi, on se tape les corvées. Donc on entretient la station, on fait le ménage, on range tout ce qu'on a oublié de ranger. Et puis le dimanche, c'est le jour de repos. C'est-à-dire qu'en général, c'est le moment qu'ont les astronautes pour faire les photos. Toutes les photos que vous avez pu voir de Thomas, c'est essentiellement fait le dimanche sur son temps libre. Ils ont ce temps aussi pour pouvoir lire, se reposer en plus, surtout quand ils ont fait des sorties extravéhiculaires dans la semaine. C'est extrêmement éprouvant, très très fatigant, il faut qu'ils récupèrent. Et puis contacter leurs proches, parce qu'ils ont des possibilités d'Internet. Vous l'avez bien vu, on a énormément de tweets et de Facebook de Thomas, parce que ça redescend très vite. Il est très dynamique sur les réseaux sociaux, mais il fait aussi des Skype avec sa famille. Donc il les voit quasiment tous les dimanches. Il avait une possibilité d'avoir un contact. C'est pas pareil que quand il va être redescendu sur Terre. Donc voilà, la semaine d'un astronaute est assez classique. Une journée, c'est à peu près pareil. C'est 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, et le reste est consacré au sport. Pour ceux qui n'aiment pas le sport, pas la peine de postuler comme astronaute. C'est 2h30 de sport par jour, obligatoire. Vous ne pouvez pas vous défiler, c'est obligatoire, 2h30 pour lutter contre la perte musculaire et la perte osseuse. Vous avez le temps de repas, le temps il faut bien se laver, donc voilà, tout ça. Et ça fait une journée un peu comme la nôtre. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, sauf que la différence, c'est qu'ils sont là-haut à 450 km et qu'ils flottent. Ils flottent pas toujours. Parce que des fois, la station, en fait, elle est tellement grande qu'elle prend encore un petit peu d'atmosphère avec elle. Elle n'est pas encore libérée complètement de l'atmosphère. Et donc, il lui arrive de ralentir. Et si elle ralentit, elle perd de l'altitude. Et si elle perd de l'altitude, elle brûle. Donc, pour éviter ça, il arrive de temps en temps, plusieurs fois par an, je crois que c'est 3 ou 4 fois par an, que les moteurs de la station sont rallumés. Oui, l'ISS a des moteurs. Et donc, ces moteurs lui permettent de rehausser son orbite afin de ne pas forcément perdre trop d'altitude et de ne pas brûler dans l'atmosphère. Elle utilise ça aussi pour éviter des débris spatiaux, les débris spatiaux qui sont de plus en plus un problème dans l'espace. Je rappelle qu'un petit éclat de peinture l'année dernière a heurté la coupole d'observation de la station et a fait un débris comme ça, je crois, bien comme ça. Ouais. Je ne sais pas si vous me voyez tous, mais de la taille d'un 6 avec votre main. Voilà. Donc oui, non, c'est extrêmement un problème en fait, les débris spatiaux. On a mis beaucoup de blindage sur la Station spatiale internationale pour éviter tout problème. Mais quand même, il faut quand même des fois avoir besoin de rallumer les moteurs afin de se mettre sur une autre trajectoire et éviter un gros débris. Il se sert aussi des cargos de temps en temps. Exactement, Cargo Progress. Les cargos russes, ils les font. Ça sert à faire remonter un petit peu. La cupola, que vous avez certainement aperçue, on l'a vu dans le film tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été rajouté d'ailleurs Cocorico, on va dire un euro-coco, parce qu'elle a été fabriquée en Europe, en Italie, par Thales Alenia Space. Et donc, c'est une
on va dire, une grande baie vitrée vers l'extérieur. Parce que jusqu'à présent, dans la station, ils n'avaient que des tout petits hublots. Et quand ils ont installé la cupola, d'un seul coup, ils ont eu ces 6 ou 7 hublots qui donnaient une vue extraordinaire sur l'espace et surtout sur la Terre, puisqu'elle est dirigée vers la Terre. Mais le problème, comme disait Vincent, c'est que ce sont des vitres, enfin des vitres très épaisses, blindées, mais ça peut prendre des coups. Donc quand ils ne sont pas dans la cupola, quand ils n'observent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils referment les volets. Un peu comme on a des volets, bon, sauf que ce sont des volets un petit peu plus épais, mais ils referment et ils protègent la cupola. Voilà, pardon, voilà à quoi ressemble la cupola actuellement. Avec un patch de l'ESA que tu as sur toi d'ailleurs. Une petite photo de Thomas Pesquet, parce qu'on va en revenir un petit peu vite fait à Thomas Pesquet pour quand même donner des nouvelles, parce qu'on avait dit qu'une désorbitation était prévue. La désorbitation a réussi. Une poussée de 4 minutes environ qui s'est bien déroulée. Et là, ils sont sur le point de séparer les trois modules du Soyouz. Alors, ça défile tout seul, ça devrait pas. Excusez-nous. Alors, Thomas Pesquet, on va parler un petit peu de lui, mais on va commencer par son décollage, peut-être. Peut-être que tu. Oui, avant d'arriver là-haut, il a bien fallu décoller. Et oui, allez, on va parler de son décollage. Je t'en prie. Donc, Thomas est parti en novembre dernier. Alors, ça va lui faire un choc, parce qu'il est parti en novembre dernier, donc c'était l'hiver à Moscou et au Kazakhstan. Donc, on est, vous voyez, avec de la neige, avec une température qui est plutôt entre les moins 10 et les moins 20 ou moins 25 degrés. Et là, il va rentrer, donc au mois de juin. On est au Kazakhstan toujours, mais c'est un désert. Et donc, il va avoir très chaud. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans les 30 degrés. Donc, il va faire une amplitude thermique très amusante. Là, ça va faire comme un choc. Il est parti avec une super doudoune sur son scaphandre, mais là, il revient sans doudoune. Donc, ça a débuté au mois de novembre. Donc, il est parti le 18 novembre, enfin dans la nuit du 17 au 18 novembre. Depuis Baïkonour, après s'être entraîné pendant de nombreuses années. Alors Baïkonour, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui est au sud, vraiment au sud de l'ancienne Union des républiques soviétiques socialistes. Alors pour les plus jeunes, vous ne savez même pas ce que c'est l'URSS quasiment. Nous on le sait, mais vous ne savez plus. Vous avez la Russie, puis vous avez plein de républiques autour. Voilà, le Kazakhstan, c'est en bas. Et donc là, il y a une petite enclave qui est restée russe, que les Russes le louent aux Kazakhs, et ils font partir de là quasiment tous leurs vols, parce que c'est bien positionné pour pouvoir envoyer des gens sur orbite. Donc je vous montre comment on est parti depuis Moscou. C'est un avion tel qu'il le faisait en Union soviétique, c'est-à-dire que c'est un avion à la fois de transport, mais aussi d'espionnage, puisqu'il y avait le nez en verre, parce qu'il y avait un hublot dans les toilettes qui regardait l'empennage. Enfin, c'est assez amusant. Et donc, quand vous arrivez sur le Kazakhstan, vous voyez que la végétation est quand même assez limite. Officiellement, on n'est pas censé filmer, mais on filme quand même, on ne se gêne pas. Tout est spatial. Tout. Ça, c'était l'aéroport, la fontaine est spatiale, tout est spatial de partout. Ça, c'est l'emblème typique de Baïkonour. C'est une mosaïque qui existe depuis plus de 60 ans maintenant, qui est appelée le Fisherman, surnommé le Fisherman parce qu'il dit vous avez vu mon poisson comme il est grand? Et en fait, c'est juste pour symboliser l'homme qui part dans l'espace, et c'était en l'honneur de Gagarine. La place centrale de Baïkonour. Vous voyez que c'est typique. Vous avez l'impression d'avoir fait un bond dans l'espace, c'est-à-dire que vous êtes parti au Kazakhstan, mais vous avez fait un bond dans le temps, parce que vous êtes parti 60 ans en arrière. C'est très particulier. Tout est resté tel que. Vous avez des statues de Lénine, vous avez... voilà, c'est vraiment une ville consacrée à l'espace. Depuis 60 ans, tout tourne autour de ça. Vous avez un missile qui est exposé dans un jardin public. Vous avez une petite fusée, comme ça, juste pour faire joli. Même les jeux des enfants dans les parcs sont sur le thème de l'espace. Vous savez, nous, on a les petits chevaux, on a la petite fleur qui a ressort. Eux, ils ont une petite fusée, un petit astronaute, enfin un petit cosmonaute. Et vous avez des statues de Gagarine, de Yuri Gagarin, qui est le premier homme dans l'espace, quand même, de partout. On a l'impression de faire un bond en arrière et de faire un pèlerinage, littéralement. Alors, pour des passionnés de l'espace, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Vous êtes en transe totale.
Alors là, les Russes ont des petites habitudes. Il y a beaucoup de superstitions autour d'un lancement. Et l'une de ces superstitions, c'est comme ils sont quand même très croyants, c'est qu'on va bénir le lanceur. Mais pas que. C'est-à-dire que non seulement le POP vient bénir le lanceur, mais il va bénir les équipes aussi qui s'occupent du lancement, c'est-à-dire l'ingénieur principal, le responsable du pas de tir, etc. Pour l'anecdote, là, il faisait moins 15. Hein. Un peu de vent, moins 15, donc vous êtes déjà à moitié congelé. Et vous voyez qu'il franchement, il plante son truc, son espèce de queue de cheval là, dans le ciboire, et puis vas-y que je t'arrose. Ben, les médias aussi. Parce que les médias, ben, il faut qu'ils transportent la bonne parole. Donc il nous bénit. Et alors vous voyez qu'il y va, mais alors allègrement. Et voilà, et on est détrempé. Un coup de chapeau au gars qui est à côté de lui, parce que là, il est carrément, c'est une éponge. Ce qui nous sauve en hiver, c'est que ça a gelé instantanément. Tellement il faisait froid, c'est que les gouttes d'eau bénite qui nous tombaient dessus gelaient instantanément sur les appareils photo, sur les lunettes, sur les vêtements. Heureusement, parce que sinon on aurait été vraiment détrempés. Alors en plein été ça va, mais en plein hiver... Au fur et à mesure que se déroule la semaine, Thomas va venir faire sa dernière conférence de presse. Ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent à la télévision ou des photos. C'est-à-dire qu'ils sont dans un bocal, ils sont mis en quarantaine. La semaine qui précède le décollage, interdiction totale d'être en contact avec des personnes qui ne sont pas habilitées, même pas sa famille, il n'a pas le droit. Et quand on lui a posé la question, est-ce que maintenant tu as à 24 heures, 48 heures du décollage, est-ce que tu y crois? Et il a dit, pas encore. Quand je serai au pied du lanceur, quand là je vais commencer à monter, oui, là je sentirai vraiment que j'y suis. Et d'ailleurs, pour avoir vu les images que l'on peut retrouver sur Internet de Thomas arrivant au pied du lanceur, et d'un seul coup, on le voit qu'il regarde le Soyouz et qui se dit mince, ce coup-ci, j'y suis pour de vrai. Voilà. Donc là, il est avec son équipage. Tu peux peut-être expliquer pourquoi ils sont derrière des vitres? Oui, la quarantaine. Il n'est pas question d'emporter un microbe ou quoi que ce soit dans l'espace. Parce que dans la Station spatiale internationale, si on commence à avoir la grippe qui traîne, une gastro ou n'importe quoi, là, c'est la catastrophe. Donc, ils sont dans une atmosphère très contrôlée, stérile. On vérifie qu'il n'est rien du tout. Et on vérifie que tous les gens qui vont s'approcher d'eux n'ont rien du tout. Et c'est pour ça que jusqu'à la dernière semaine, ils ne voient plus personne autrement qu'à travers les vitres, sauf les équipes médicales. Et donc Thomas a dit au revoir à sa famille à travers les vitres. Il nous a fait au revoir aussi d'ailleurs à ce moment-là. D'ailleurs, il me semble qu'à chaque lancement, il y a un équipage de réserve. Tout à fait. En fait, un astronaute ou un cosmonaute, c'est pareil. Hein. De toute façon, un équipage humain qui part, jusqu'à la dernière seconde, il peut être remplacé. Donc l'équipage qui doit partir, qui est l'équipage principal, a une doublure complète. C'est-à-dire que cette doublure, là vous avez 3 personnes, il va y avoir un équipage donc doublure de 3 personnes, et ces 3-là vont faire exactement le même entraînement, prêts à remplacer. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont monter les marches pour accéder à l'ascenseur qui les emmène en haut, si jamais il y en a un qui a quoi que ce soit, il tombe des marches, il se casse la figure, hop, il ne peut pas partir, il a un rhume, il a quelque chose, une rage de dents qu'on n'avait pas découverte, eh ben, il est évincé, on le prend, on le pousse sur le côté et on attrape l'autre qui va à la place. C'est arrivé notamment à l'équipage d'Apollo 13. Tout à fait. Il y en a un qui était suspecté d'avoir, je crois que c'était la rubéole. Oui, il me semble que c'était ça. Ouais. Mais bon, c'est pas pour ça qu'ils ont eu des problèmes. Hein. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu es de nuit? Thomas est parti de nuit. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, il faisait pas très chaud, hein, moins 15, on avait déjà froid. Parce que essayer d'appuyer sur un appareil photo avec des gants de ski, parce qu'on avait des gants de ski littéralement, c'est pas très évident. Donc là, c'était encore pire, puisqu'on est descendu à presque moins 25. On est à 1,3 km seulement du lanceur. Pour vous donner une idée, Ariane 5, quand on la regarde décoller en Guyane, on est à 5,5 km. La navette spatiale, on est à 4,8 km. Là, c'est typiquement russe. Hein.
ils se disent, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, ils nous mettent à 1,3 km. Alors la consigne, si jamais il y a un problème, quel que soit le lanceur d'ailleurs, qui part de Baïkonour, la consigne, c'est si jamais ça explose, vous vous couchez au sol et vous vous planquez, vous vous faites le plus plat possible derrière quelque chose. Ouais, mais alors, vous allez me dire, derrière quelque chose, mais quoi? Ben justement, c'est le problème. C'est qu'au Kazakhstan, c'est un désert relativement, et donc vous cherchez la petite touffe d'herbe derrière laquelle vous pourriez éventuellement vous cacher. On a peu de chance. Voilà, soyons très clairs, s'il y a un problème, il y a peu de chances de s'en sortir, mais on aura vu quelque chose de sympa pendant quelques secondes. Il me semble aussi que vous avez eu quelques ennuis avec les caméras. Ah oui, alors là, ça c'est quand on n'est pas prévenu. C'est qu'on avait froid, on nous a dit attention, il fait super froid, couvrez-vous bien. Ok, d'accord, donc on avait tous les caleçons, les pantalons chauds, les doubles, les triples, quadruples blousons, les sous-gants, les gants, etc. Donc on a enlevé les gants pour pouvoir prendre en photo. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que si nous, on était au chaud, on n'a pas eu froid, à part les mains, pas les appareils photo, ni les caméras. Donc, la plupart des appareils photo et caméras se sont mis en rideau parce qu'ils ont gelé. Moi, j'ai réussi à sauver 3-4 photos sur la trentaine que j'ai prise parce que, en fait, mon téléobjectif s'est complètement bloqué. Il ne voulait plus faire la mise au point. Il pataugeait complètement, non pas dans la semoule, mais dans la glace. La caméra que j'avais mise en place pour filmer, en fait, au fur et à mesure qu'elle était en train de se congeler, la mise au point qui était parfaite est devenue nettement moins mise au point. Donc, c'est ce qu'on va voir là sur le film, c'est-à-dire que la photo est bien. Mais en revanche, la petite vidéo qui est la mienne, elle est un peu floue et j'en suis désolée, mais je n'ai pas pensé à faire une petite doudoune ou un petit bonnet pour mes appareils photo. Alors là, Thomas est parti de nuit. Ce lancement, c'était dans la nuit du 17 au 18. Et il est parti dans la nuit, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, ils partent dans le jour ou des fois dans la nuit, ça dépend vraiment. Là, on a eu un décollage de nuit, donc qui n'était pas forcément très comment on peut dire, graphique. Un peu difficile à voir. Bon, c'était très, très impressionnant. Il était 2h20 du matin. Mais alors, ponctuel. Ils nous ont dit à 2h20, ça part. 2h20, c'est parti. Nickel. Impeccable. C'était froid. C'était beau. Mais en revanche, en photo, c'est un peu moins évident. C'est vous qu'on entend là? Entre autres. Mais on n'est pas tout seul. Enfin, j'étais pas toute seule. En fait, on était nombreux parce que c'est ça aussi qui est très agréable, c'est qu'on était avec les amis de Thomas, on était avec les ingénieurs, les scientifiques qui étaient là, les astronautes qui étaient venus et la famille de Thomas. Donc on était tous ensemble au même endroit et on avait vécu vraiment ce décollage comme une immense famille et dans vraiment un bonheur incroyable. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour revenir aux images que vous venez de voir, vous avez peut-être pu voir que Thomas Pesquet et Oleg Novitsky sur l'image ont pris un certain choc au décollage. Alors, ce n'est pas le choc du décollage en lui-même, c'est le choc de la séparation du premier étage avec le vaisseau Soyouz quand ils arrivent en orbite. Alors, je vous remontre cette image. Ah, je me suis mis un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard plutôt. Voilà. Et c'est une chose qui arrive naturellement. Donc là, actuellement, pour faire un petit point sur ce qu'il se passe en direct, parce qu'il faut quand même revenir un petit peu sur le direct de temps en temps, ce que vous voyez là, c'est l'image du contrôle de Moscou, puisque étant un vaisseau russe, c'est le contrôle de Moscou qui gère l'atterrissage et les manœuvres des Soyouz. Donc là, c'est une vue de la salle de contrôle, tandis que sur les écrans, vous avez tout ce qui sert au contrôle du module. Et là, vous pouvez voir, je vais essayer de vous le pointer avec le laser si on le voit bien ici. Ouais, ici. Vous voyez que la capsule est en train... Enfin, il y a une petite animation. Ce n'est pas filmé. Il n'y a pas une autre capsule pour filmer celle-là. C'est une animation de la capsule Soyouz qui est en train de brûler dans l'atmosphère. On voit, oui, exactement. Oui, on voit la trajectoire de descente ici. Donc vous voyez que ça descend bien d'un coup, là, comme ça. Là, vous voyez bien l'angle de descente. Et vous voyez qu'on est en train, concrètement, la capsule est en train de prendre feu, ce qui est tout à fait normal. Les communications et les images en live, on ne les a pas. C'est tout à fait normal. La communication est brouillée, voire interrompue pendant les rentrées atmosphériques à cause des perturbations, justement, atmosphériques.
S'il y a une GoPro à bord, je l'espère d'ailleurs, on aura les images dans quelques semaines, voire quelques mois. En général, c'est quelques mois plutôt. Hein, on ne sait jamais, là, ça pourrait peut-être aller beaucoup plus vite. Les A ayant envie de communiquer avec Thomas, il est possible qu'il pousse un petit peu les Russes à donner les images très vite. C'est bien possible. En tout cas, donc, la rentrée est en cours. Donc là, on voit que ça peut durer plusieurs minutes quand même. Donc pour le moment, tout se passe plutôt bien. Ils sont plutôt sur une bonne trajectoire, sur la trajectoire prévue. Ils n'ont pas l'air de dévier. Donc c'est une bonne chose. On le voit, mais juste un tout petit peu. C'est des petites images que vous voyez là. Ce sont les avions, hélicoptères et véhicules de récupération. Et oui, j'ai une bonne vue. Où en fait, qui sont utilisés par les Russes pour aller chercher la capsule Soyouz. Donc un gros avion, un hélicoptère Mi-8 et un ATV. Il s'appelle ATV aussi, le véhicule de récupération. Et ce sont des véhicules très très vieux. Ce sont les mêmes véhicules que depuis l'ère soviétique en fait. Ils n'ont pas changé de véhicule. C'est les mêmes avions, c'est les mêmes hélicos, c'est les mêmes 4x4. Tant que ça marche, on s'en sert. Voilà. Le jour où ça marche plus, on change. Mais tant que ça fonctionne, chez les Russes, on change pas. Ouais, même les fusées n'ont pas tellement changé. Non, ça n'a pas tellement évolué. Bon, on en est le Soyouz tout confondu, c'est-à-dire le lanceur en lui-même, qu'il soit habité ou pas habité. On en est quand même à 1800 ou 1900 lancements, quand il envoie des sondes, quand il envoie des satellites et quand il envoie des hommes. Donc vous voyez que c'est une petite bête quand même qui est assez robuste. Et même s'ils ont apporté des améliorations et de la modernisation au niveau, on va dire, ingénierie, on est toujours sur le même concept. Alors Marie-Ange, il paraît que tu connais bien Thomas Pesquet. Disons que je le suis depuis le début. Voilà, je l'ai rencontré. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand il a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne en 2010. Donc c'était la toute première fois qu'il se présentait en tant que futur astronaute avec ses copains, ses 5 autres copains, donc 5 hommes, une femme. Et c'était le seul Français. Et donc je l'ai suivi depuis cette période-là jusqu'à son départ. Il vient d'où? Il a fait quoi? Comment il a fait pour en arriver là? Ingénieur. Tout simplement. Il a commencé par être ingénieur et puis il est devenu pilote d'Air France. Il a travaillé un peu partout. Il a travaillé au CNES, il a travaillé chez Thales, il a fait un stage chez Thales Alenia Space à Cannes. Et puis quand il y a eu la sélection des astronautes en 2009, il s'est dit pourquoi pas? C'est quelque chose qui me plairait. Il était passionné par l'espace. Il s'est présenté et il a été sélectionné parmi 8600 candidats. Voilà, il y avait 8600 candidats, à peu près 16 à 17% de femmes seulement. Et la proportion est respectée, puisque dans la sélection européenne, il y a eu 5 hommes et une femme. Du coup, oui. Et il me semble d'ailleurs que cette fameuse sélection du corps des astronautes, Thomas Pesquet était le dernier à partir dans l'espace. Ah oui, c'est le petit dernier. Bon, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune, donc on s'est dit, lui, tu passeras en dernier, comme tous les petits. Et donc, ils ont attendu. Tous les autres sont passés déjà une première fois. On a une chance, c'est qu'on a un très bon partenariat avec la Russie et avec les États-Unis. Et donc, on a un astronaute européen quasiment qui vole chaque année. Et ça, c'est une grande chance parce que compte tenu du fait qu'on n'a plus la navette spatiale, il y a beaucoup moins d'astronautes et cosmonautes qui peuvent partir dans l'espace. Donc aujourd'hui, on est tous tributaires de la Russie. Donc c'est 3 astronautes à chaque fois maximum, 2 fois par an, donc on fait tourner. Et là, donc le temps qu'on fasse passer nos 6 astronautes, Thomas était le dernier. Alors Thomas Pesquet, il est parti donc le 17 novembre 2016, il a passé 6 mois à bord de l'ISS. Alors quelques photos sélectionnées de sa première sortie spatiale. 2 photos très poétiques en fait. On a la première qui est un selfie classique. Un selfie classique avec, vous voyez l'appareil photo qui prend l'image qui est là. Il a sa protection dorée sur le casque. Et ça lui permet du coup d'être protégé des rayons du soleil dans l'espace parce que ça peut vraiment être très dangereux. Et donc là, il se prend en selfie. C'est un selfie très classique qu'on retrouve aussi chez les astronautes, les autres astronautes de l'Agence spatiale européenne et même américains. Et cette deuxième photo où il a tout simplement pris ses pieds et la Terre derrière, avec 400 km de vide en dessous, où on pourrait deviner un certain vertige. Un certain vertige qui, en fait,
En fait, il n'y a pas vraiment de risque de tomber en fait, de la Station spatiale internationale. On flotte avec la station, on avance avec la station. Donc s'il lâche la station, il va s'en éloigner peut-être légèrement, très très légèrement, mais il ne va pas être attiré vers la Terre au point de faire une chute libre. Donc il n'y a pas de risque avec ça. Normalement, ils ne sont pas censés lâcher. Hein. Oui, En principe, vous savez, c'est un peu comme la Via Ferrata quand on fait en montagne, c'est-à-dire qu'on a toujours un câble attaché. Dans le cas où, malheureusement, le câble casserait ou vous ratez le crochet, c'est pas comme dans les films, hein, vous savez, où ils se jettent comme ça dans Gravity, où ils traversent la moitié de la station et vas-y que je te vole, je suis Superman. Non, ça fonctionne pas ça, hein, parce que vous faites ça et vous ratez la station et bye bye les copains. Donc en fait, non. Toujours un câble accroché. Au pire, si jamais ils ratent, ils ont des petits moteurs d'appoint, enfin des petits propulseurs d'appoint, mais qui ne durent pas longtemps. C'est juste de quoi donner un petit coup pour vite se rapprocher de la station et se réagripper. Mais fortement déconseillé de lâcher la station. Alors que maintenant, on va retourner un peu sur le live, histoire de voir ce qu'il en est. Et moi, je vois comme un parachute. Est-ce que tu vois quelque chose, toi? Ah oui, ouais. Il y a un premier parachute qui a été ouvert. Alors là, la descente, c'est terminé. Il doit en être à peu près à cette partie-là, où le parachute de freinage est en action, et ensuite le parachute principal s'ouvrira pour prendre le relais. D'accord. Bon, a priori, ils sont encore un peu dans le plasma. Ils devraient atterrir à 16h11. D'accord. Eh ben, si petite minute de retard. 1 à 2 minutes de retard par rapport. Ça fait 2 quand même. Hein. Oui, 2. En quelques jours, ça fait beaucoup de retard. Mais c'est bon. On n'est pas au niveau de la SNCF. Donc c'est un peu la SNCF finalement. Personne de la SNCF tout à l'heure. Non, personne, parce que c'est parce que j'ai eu une demi-heure de retard ce matin à cause de la SNCF. Donc on revient sur cette photo. Cette photo qui a été prise quelques temps après que Thomas soit arrivé à bord de l'ISS. On voit le drapeau français qui a été mis en place, le drapeau européen. Et en fait, on est dans le module européen Columbus, là, actuellement. Et ces 6 personnes, donc on a Thomas Pesquet, Peggy Whitson et Oleg Novitsky, qui sont partis tous les 3 ensemble depuis Baïkonour en novembre, et qui sont allés rejoindre ces 3 personnes qui étaient déjà à bord et qui les ont accueillis quand ils sont arrivés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expédition 50. Ça a été la première expédition de Thomas. En fait, en général, ils sont à cheval sur 2 expéditions. En gros, tous les 3 mois, il y a un changement d'équipage 3 par 3. Voilà, il y en a 3 qui descendent, 3 qui remontent, etc. Et donc, c'est en alternance. Et donc, Thomas a fait 2 expéditions, l'expédition 50 et l'expédition 51. Et le nom de sa mission sur les 6 mois, c'est Proxima. Voilà. Mais il a fait 2 expéditions, 50 et 51. Ça veut dire qu'on en est déjà à la 50e expédition d'êtres humains qui vivent dans la Station spatiale internationale. Sans interruption. Sans interruption. Et puis alors, il y en a une pistonnée, là, en l'occurrence. C'est la petite dame qui est au milieu. C'est Peggy Whitson. Parce que les Russes ont décidé de faire un peu des économies. Ils ont quelques soucis financiers. Donc, ils ont décidé d'envoyer un petit peu moins de cosmonautes dans l'espace. Donc, là, en l'occurrence, comme il y en avait 2 seulement qui étaient montés, c'est-à-dire un Américain et un Russe, au lieu d'avoir 2 Russes et un Américain, lors de la précédente montée, on ne voulait pas laisser la station avec 5 personnes au lieu de 6. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a une personne de moins dans la station, c'est des expériences qui vont rester en rade, dont on ne va pas pouvoir s'occuper. Et là, c'était pour plusieurs semaines, voire mois. Donc, ils ont dit, c'est un peu compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, est-ce qu'on peut laisser quelqu'un plus longtemps? Et c'est Peggy Whitson, l'américaine, qui a cette chance-là, parce que du coup, au lieu de faire une mission de 6 mois, elle fait une mission de 9 mois. Et en plus, ça devient l'astronaute américain de tous les records. C'est-à-dire, non seulement elle a battu le record d'une femme, mais en plus, elle va avoir battu le record de durée d'un astronaute américain en une fois dans l'espace. Donc, et même en totalité. Elle va être, elle bat tous les records, en fait. Et elle n'est pas loin, je crois, pour les EVA. Elle est 3e au niveau des EVA pour le moment. Mais elle a encore 3 mois à faire hein, sur l'ISS. C'est ça, mais vous imaginez... excuse-moi, ça te dérange de rester 3 mois de plus? Ouf! Écoute, t'as bien y réfléchir, oui, je vais rester. Surtout qu'ils ont prévenu pas mal au dernier moment. Hein. Je dis ça, je dis rien. En fait, maintenant, voilà une photo qui aurait pu être prise hier de l'équipage de l'ISS et l'expédition 51. C'est-à-dire que les 3 personnes que vous avez vues en ligne en bas sont retournées sur Terre il y a quelques mois.
et ont été lancés 7 hommes, que j'appellerai Fyodor Yurchikhin, je suis désolé si je le prends un peu comme ça, et Jack Fisher, un Américain et un Russe, qui sont partis du coup à 2 dans un Soyouz, et qui repartiront après avec Peggy Whitson qui est restée là. Tandis que Thomas et Oleg sont en train de rentrer ce matin, alors que nous allons repartir vers le live, puisque là nous attendons la confirmation que le parachute est déployé, et ceci est une image live. On est en direct là, donc vous voyez le grand parachute, Thomas est en train de descendre. Il est en train de voilà, ce sont on va dire les derniers milliers de mètres avant d'atterrir, avant de se poser dans les plaines kazakhes. Alors on a une chance inouïe, c'est qu'aujourd'hui il y a un temps extraordinaire. On avait vérifié la météo, on a commandé une super météo. On a dit si possible pas trop de vent, ciel bleu, beau soleil. Bon c'est parfait, il n'y a même pas un nuage. Donc on a des images qui sont vraiment tip-top pour pouvoir retransmettre et vous montrer ce que donne l'atterrissage donc de notre Thomas national. Alors j'avais regardé la météo, on me disait aussi un vent de 20 km/h, ce qui est plutôt pas mal sous un parachute. Je le dis d'expérience. Du coup nous avons le parachute principal ici, le fameux 1000 m². Et nous avons la capsule qui est là, donc Thomas Pesquet est là-dedans avec Oleg Novitsky, et le caméraman ne me rend pas la tâche facile à bouger comme ça. Il y a eu le largage du bouclier thermique, c'est pour ça que vous voyez peut-être un petit peu du blanc sous la capsule, c'est qu'on voit ce qu'il y a dessous. C'est la partie qui n'a pas cramé. Exactement, et on en a besoin pour les rétrofusées dans quelques instants, donc il vaut mieux que que le bouclier soit séparé. Les hublots ont aussi été séparés et on a aussi largué tout le carburant qui restait dans les réservoirs, le carburant qui ne servira pas. Nous l'avons dumpé, comme on dit, alors que la descente continue. Pendant la descente, peut-être Marie-Ange, si tu as peut-être quelque chose à rajouter, après on prendra peut-être des questions aussi. Oui, je pense qu'on va peut-être prendre des questions parce que là, la descente en fait se fait de façon assez classique. Ils sont sous leur parachute, ils vont ralentir progressivement, de plus en plus, puisque le parachute les a fait passer à peu près de 280 km/h à 22 km/h, 22-23 km/h. Et petit à petit, voilà, là, ils sont en train de descendre. Ce sont les premières images parce que, bon, en se contentionnant un peu, s'ils y arrivent, ils peuvent apercevoir le sol. Bon, là, ils ne sont pas tout à fait dans le bon sens, mais ils peuvent apercevoir un peu le sol. Ce sont les premières images directes qu'ils ont depuis 6 mois. Voilà, ils voient le ciel bleu, alors qu'ils le voyaient, ils voyaient la terre, puisqu'ils étaient installés dans l'ISS, ils voyaient ça par la cupola et les différents hublots. Mais là, depuis 6 mois, c'est la première fois qu'ils voient le ciel bleu de la Terre. Et c'est la première fois qu'ils ressentent la gravité, là, actuellement. Oui, parce que là, ils ont encore un petit peu, mais là, ils ont quasiment récupéré le 1G. Au niveau de la pression atmosphérique, il n'y aura pas de palier de décompression puisque le Soyouz était quasiment à équivalence par rapport à la pression sur Terre. Donc, on n'a pas besoin de les faire passer par un sas. Donc, ils vont simplement, quand ils vont arriver, là, c'est en train de finir, en fait, tout en descendant, ça finit de s'équilibrer au niveau des pressions atmosphériques tout le long de la descente. Et quand ils vont arriver, une fois qu'ils auront ouvert les coutilles, ils vont les sortir. Donc là, on va trouver un peu le temps long parce que je vous ai dit qu'il descendait à une vingtaine de km/h et il a plusieurs kilomètres à descendre. Donc le temps que ça se fasse, je pense qu'on va prendre quelques questions. Est-ce que tu peux faire passer ton micro, s'il te plaît, Marie-Ange? J'ai un jeune homme là. Allez, vas-y. Quel genre ils font d'expérience dans l'espace? Excellente question. Vas-y, attaque. Alors des expériences, il y en a beaucoup. Il y en a sur la physique des matériaux. Par exemple, tester si, je sais pas, ce métal est meilleur que ce métal, si tu veux. Il y a des expériences sur le corps humain, dont les astronautes sont les propres cobayes. Donc, par exemple, Thomas Pesquet, il me semble qu'on lui a pris un bout de muscle avant de partir. Oui, c'est ça. Il a servi, on lui a fait des petits trous partout. Voilà, dans la jambe, super cool. Ils l'ont rasé avant, hein, vous imaginez, c'était super sexy. Il avait une jambe avec poil et une jambe sans poil. Et du coup, dans l'ISS, il y a une espèce de machine de torture qui s'appelle le fauteuil Marès, qui est une invention européenne, hein, c'est pour ça on est bon en torture. Et du coup, on assoit l'astronaute dessus. En général, c'est Oleg qui venait l'aider pour faire ça, parce qu'il faut que la jambe soit bien maintenue pour faire d'autres prélèvements super sympas sur la jambe. Donc vraiment, les astronautes au niveau corps humain,
ils sont vraiment leurs propres cobayes. Et ils s'entraident entre eux, bien entendu. Hein. Si c'est une expérience européenne, ça ne veut pas dire que les Russes ne peuvent pas aider Thomas à la faire. Hein. Il n'y a pas vraiment de frontières là-dessus. Il y a une obligation même de faire des expériences qui ne sont pas forcément des expériences de l'Europe. C'est-à-dire que pour un Européen, il va faire des expériences européennes, mais il va faire aussi des expériences qui viennent du monde entier. C'est une obligation, un rendu de service. En fait, on participe à toutes les expériences, même s'il a les siennes en premier. Il a fait aussi des expériences sur les végétaux. Ils ont fait pousser de la salade, du chou chinois. Il y a des expériences sur des petits animaux de temps en temps. Oui. Et il y a une expérience aussi sur un... C'est-à-dire quand je dis expérience sur les petits animaux, alors pas de panique, hein. Je ne parle pas de charcuter des animaux. Non, mais ça peut être des trucs assez amusants, comme voir comment un ver à soie va être capable de faire son petit cocon dans l'espace. Parce que là, il est en apesanteur. Ou alors une araignée, est-ce qu'elle va être capable de faire exactement la même toile d'araignée, aussi régulière, etc. Donc c'est ça, on regarde comment vivent les animaux, comment ils se reproduisent. Il y a aussi une expérience qui est faite avec un échographe. Alors qu'est-ce que c'est qu'un échographe ? Pour les enfants qui ne savent pas trop, vous savez, c'est quand on met un petit objet là sur le ventre ou à un autre endroit et on regarde à l'intérieur du corps pour voir comment ça se passe. Et donc là, c'est un médecin sera à un endroit et il pourra se servir de cet instrument alors qu'il sera peut-être à plusieurs centaines de kilomètres. C'est-à-dire qu'aux endroits où, par exemple, il n'y a pas un médecin échographe spécialisé, dans les déserts médicaux ou carrément dans des pays en voie de développement, c'est un médecin qui sera à un autre endroit qui pourra s'en occuper. Alors, je t'interromps, Marie-Ange, puisqu'on est bien moins de 4 minutes même du posé. Vous avez vu des oiseaux passer par moment et des hélicoptères, signifiant quand même qu'ils sont déjà bien bas. Cette image est filmée par l'hélicoptère, si je ne m'abuse. Et il y a un autre hélicoptère qui tourne avec un photographe à bord qui s'appelle Bill Ingalls, qui fait des photos incroyables, je tenais à le dire. N'hésitez pas à aller sur son Twitter, à Bill Ingalls, parce qu'à chaque fois, il va à Baïkonour et il prend en photo ces capsules qui reviennent. C'est un photographe américain de talent. Même au décollage, il fait des photos extraordinaires. Exactement. Donc là, on est vraiment dans les dernières centaines de mètres. Vous voulez encore une question ? Allez, une question. On aura encore du temps après, ne vous inquiétez pas. D'abord, merci à vous, madame, d'être là, parce qu'on suppose que vous aimeriez bien être à nouveau à Baïkonour. Qu'est-ce qui va arriver à Thomas et à Oleg là, dans les semaines, les mois qui viennent pour leur récupération ? Ils étaient cobayes là-haut, ils vont l'être encore en bas, hein. Pas de chance. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils vont être rentrés, on va commencer par faire une batterie d'examens médicaux pour vérifier exactement dans quel état ils sont, pour vérifier comment ça se passe, est-ce qu'il y a eu des changements, des modifications, parce qu'il ne faut pas oublier que là-haut, il y a des modifications au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau des yeux. Ils perdent un petit peu de vision. On perd de l'os. D'ailleurs, on travaille sur la perte de la masse osseuse, donc sur l'ostéoporose. On travaille là-haut pour voir comment faire régresser cette maladie. Et le sport est une piste très importante, parce que plus ils font de sport, moins ils ont de perte de masse osseuse. Donc on se dit que les gens qui ont de l'ostéoporose sur Terre, quand on leur dit fais plus rien, non, c'est le contraire. Fais plus de sport, comme ça tu auras moins de problèmes. Donc là, ils vont en l'occurrence être des cobayes pendant quelques temps. Et puis, ils vont avoir un débriefing très très long sur toutes les expériences qu'ils ont faites, donner tous les rendus, en plus des données qu'ils avaient déjà envoyées. Ils vont faire les comptes rendus supplémentaires. Et puis ensuite, pour certains, comme Thomas, ils vont se préparer à être soit doublure d'un prochain équipage, soit se préparer pour une prochaine mission. Alors que la capsule continue toujours à descendre, priorité au direct, comme on dit, avec, avec le parachute qui est... Vous voyez que la grande voile du parachute est carrément presque à l'horizontale de la caméra. Donc c'est que la capsule a vraiment bien descendu maintenant l'altitude qu'elle avait à parcourir et qu'on est dans les derniers instants. Hein, on est vraiment dans les derniers instants avant que la capsule touche le sol et que les rétrofusées se mettent en action. Alors je répète pour ceux qui peut-être n'ont pas pu assister au début. Au moment où la capsule touchera le sol à peu près à 70 cm du sol, des rétrofusées se mettront en action pour freiner une dernière fois la capsule et avoir, disons, un choc un peu moins violent. Ça n'est pas pour autant, c'est pas pour autant moins violent, mais c'est quand même spectaculaire de l'extérieur. Vous allez voir beaucoup de poussière qui va se soulever, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une collision. C'est tout à fait normal, quoi. Il ne faut pas paniquer. Thomas va très très bien pour le moment et tout est normal. Tout se passe à la normale. Alors que vous voyez le sol qui approche. Oh, le voilà. Regardez ça.
Et vous allez voir les rétrofusées s'activer dans quelques secondes. Ah, il est passé derrière. Oh mince. Ah, il est passé derrière. Tac. Mais vous voyez quand même. Thomas est au sol. Vous voyez actuellement la fumée due à ces rétrofusées qu'on n'a pas du tout vue, qui est cachée comme tout le reste maintenant d'ailleurs par cette magnifique colline. Je crois qu'on va envoyer une réclamation officielle à la NASA parce que ça ne va pas du tout. Il y a Roscosmos, ça ne va pas du tout. Est-ce qu'il pourrait nous la recommencer? Allez, on renvoie Thomas tout de suite. Donc là, actuellement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, le parachute a été décroché de la capsule pour pas qu'il se gonfle à cause du vent et qu'il traîne la capsule sur des centaines de mètres. Ça pourrait être dangereux, particulièrement pour les astronautes. La capsule est maintenant au sol. Elle est à l'arrêt. Les astronautes, maintenant, attendent. Ils attendent les équipes de récupération. Vous avez vu passer devant la caméra quelques véhicules qui ont commencé à passer. Les hélicoptères, regardez, les hélicoptères de rescue, comme on dit, des Russes commencent à s'approcher de la capsule pour pouvoir descendre du personnel, remettre la capsule dans une bonne façon pour pouvoir ouvrir l'écoutille. L'écoutille, merci beaucoup. Oui, ça y est, le premier hélico est en train de se poser. Oui, le second est encore en vol, sûrement le photographe. Et donc, dans quelques minutes, il y aura la sortie de l'écoutille de Thomas Pesquet et Oleg Novitsky. Je pense que Oleg sera premier, parce qu'il est normalement, oui, c'est le commandant. Donc, dans les Soyouz, étant donné que c'est un vaisseau russe, le commandant du Soyouz est toujours russe. Voilà. Donc, c'est pour ça que Oleg Novitsky n'a pas pu rester, lui, les 3 mois supplémentaires, parce qu'il ne pouvait pas faire redescendre une Américaine et un Européen. Donc, pas de chance pour Oleg, il a été obligé de décamper. C'est lui qu'on a mis dehors et c'est Peggy qui est restée. En attendant, je pense qu'on a quelques minutes pour prendre des questions. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Allez, allons-y. Question. On va le faire à deux, on sera plus efficace. Du coup, il n'y a plus de questions? Levez la main pour des questions, des deux côtés. Bonjour, j'ai entendu, faut voir si vous confirmez, j'ai entendu qu'en fait le fait d'être en apesanteur, ils prennent à peu près en hauteur 2 cm. Oui, et est-ce que avec le fait de l'apesanteur, est-ce qu'ils récupèrent leur taille ou est-ce qu'ils restent Dites-nous s'il vous plaît, merci. Alors en fait, le fait de se retrouver en apesanteur, c'est très simple. Vous flottez, donc comme vous n'appuyez plus, vous n'avez plus le poids qui va s'appuyer sur vos vertèbres, automatiquement, ça se détend un peu. Ils grandissent jusqu'à 5 à 6 cm. Là, c'est le top. Moi qui suis petite, pas besoin de mettre des talons. Mais en fait, vous ne les gardez pas. C'est-à-dire que quand ils vont redescendre au sol, quelques jours après, ou quelques semaines grand maximum, et en général, c'est une dizaine ou une quinzaine de jours après, la pesanteur, mais là, plus loin, pesanteur, fait son travail et automatiquement, vous récupérez votre taille de départ. C'est bête. Une autre question? Bonjour, je voulais savoir en fait quelle température fait-il à bord de l'ISS? Tempéré. C'est à peu près dans les 23-25 degrés, pas plus. C'est réglable. Oui. Ils peuvent même faire un petit peu plus frais dans les parties dodo, parce que vous avez quand même une partie qui va être consacrée il y a les quartiers d'équipage, on va dire entre guillemets. Vous avez les petites chambres, des petites chambres à coucher qui ressemblent un peu à la taille ça fait 2 mètres carrés à peu près. Une cabine téléphonique. Oui, c'est une cabine téléphonique. Pour ceux qui ont connu les cabines téléphoniques. Oui, c'est vrai que c'est une denrée recherchée maintenant. Et donc là, ça peut être un petit peu plus frais. Ils peuvent éventuellement faire descendre la température, mais en gros, c'est du 21, 23 degrés, 24 degrés, pas plus. Ils vivent en short, en pantalon léger, en t-shirt, mais vous les verrez, je crois qu'on les voit jamais en polo ou t-shirt à manches longues. C'est toujours du manche courte et pieds nus, pas pieds nus d'ailleurs, ils sont toujours en chaussettes. En chaussettes, ouais. En chaussettes parce que vous flottez. Il faut vous agripper. Donc, ils s'agrippent à tout. Avec les pieds, ils deviennent super agiles des pieds et ils glissent, y compris dans des sangles. Donc, avec les pieds, il faut qu'il y ait des chaussettes parce que sinon, vous vous griffez un peu. Voilà, ils sont en chaussettes. Par contre, la vie à bord, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la vie à bord, en parlant de ça, c'est pas le froid ou la chaleur qui peut être la plus désagréable. C'est, je dirais, l'odeur et le bruit.
Oui. Il y a du bruit. La Station spatiale internationale, en fait, imaginez, vous êtes à la maison, ça sent pas très bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez les fenêtres, vous aérez. Oui, ben non, mais là on fait pas la même chose. Hein. Vous laissez tomber tout de suite. Donc, il y a un système de ventilation permanent. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des ventilateurs qui tournent de partout et qui font un flux d'air pour faire passer l'air d'un côté et de l'autre, pour mélanger, pour pas qu'il y ait des poches de gaz carbonique et d'oxygène d'un côté ou de l'autre, pour récupérer les odeurs et récupérer l'humidité, puisqu'on recycle à peu près 70 à 80% de l'eau ou de l'humidité qui est à bord de la Station spatiale internationale. À propos d'odeur, un astronaute canadien qui a fait le buzz il y a quelques années en faisant du David Bowie dans la Station spatiale internationale avait décrit l'odeur de l'ISS comme parfois une odeur de déodorisant, parfois une odeur de sac poubelle. Et ça alterne. Alors après, mais sac poubelle, vous vous en rendez pas compte, vous êtes dedans en permanence. C'est en rentrant sur Terre, vous vous rendez compte que c'était une odeur de poubelle. Oui, c'est vrai. Et puis il y a le bruit aussi, c'est-à-dire que les modules font énormément de bruit. Ce n'est pas silencieux. L'espace est silencieux, l'extérieur est très silencieux. Mais à l'intérieur, on a de l'air, donc le son circule. Donc ils peuvent se parler, heureusement. Mais le problème, c'est que le bruit circule aussi. Tous les bruits, on entend tous les bruits des machineries qui marchent pour maintenir les ventilateurs ou les choses comme ça. C'est un bruit assourdissant. Il y a très peu de modules où vraiment on est au calme. Vraiment, on est au calme. Il me semble que Columbus est bien... Ouais, je crois que Columbus est pas mal, mais imaginez, vous avez 4-5 ordinateurs dans votre chambre en permanence qui tournent avec le ventilateur. Et vous êtes dedans, vous êtes autour pendant 6 mois. Faut s'y habituer. Hein. Ou acheter un casque. Petite boule de caisse. Ouais. Ou un lecteur MP3. Voilà. C'est ce qu'ils font. Mais ils s'habituent. Oui, je pense qu'on peut prendre encore des questions là. C'est dû à quoi l'odeur en fait? C'est juste le fait du recyclage de l'air? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on arrive à recycler l'air au niveau du gaz carbonique, au niveau de l'humidité, mais on n'arrive pas à changer complètement l'air. Même si on apporte éventuellement de l'air supplémentaire avec de l'oxygène supplémentaire, on ne peut pas changer complètement. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il faudrait purger toute la station, qui est quand même grande, vous avez vu la taille, et ramener entièrement de quoi la re-remplir avec un air propre. C'est impossible. Voilà. Donc ça sent pas terrible. C'est un peu comme si on restait dans une maison où, vous savez, quand vous êtes nombreux dans une pièce, vous restez dans une salle de classe, c'est pas mal ça aussi. Hein, quand on reste dans la salle de classe toute la journée, la même, sans ouvrir les fenêtres, si vous sortez, que vous rentrez, ou une salle de sport, vous dites « quelle horreur !» C'est ça. Ah oui, parce que tous les modules communiquent, et donc si y en a un qui fait du sport et qui transpire dans un module, l'odeur elle se répand partout dans l'ISS, hein, donc c'est un problème, quoi. Mais il paraît. C'est pareil aussi pour certaines autres odeurs corporelles éventuellement. Oui, dû aux toilettes, ciel ouvert. Même s'il y a une aspiration, c'est pas parfait non plus. Ah non, c'est pas parfait du tout. Et pour finir un peu sur les odeurs, certains astronautes disent que leur petit plaisir, c'est d'attendre que les cargos de ravitaillement arrivent, puisque quand ils ouvrent l'écoutille, c'est de l'air frais qu'il y a dedans. C'est de l'air avec une odeur terrienne, donc ça leur fait du bien. Ils se shootent à l'odeur du cargo. Ils se shootent à ça, c'est vrai. D'autres questions peut-être? Je voulais savoir, c'est comment c'est présenté leur nourriture qu'ils mangent? Alors la nourriture, elle est sous plusieurs formes. Alors tout le monde pense que les astronautes ne mangent que de la nourriture, ce qu'on appelle lyophilisée, c'est-à-dire exempt de toute eau. Mais en fait, non. La nourriture, si je ne m'abuse, elle est d'ailleurs irradiée. Oui, il faut tuer les éventuels microbes qui auraient dedans. Donc on leur donne un petit coup, mais attention, c'est pas quand vous la mettez dans le noir, elle se met pas à s'illuminer. Hein. On va pas contaminer nos astronautes. Donc c'est juste un petit coup pour être sûr qu'il n'y a rien qui reste dedans, pas de bactéries. Mais il est vrai qu'on a la nourriture, en fait, elle se présente sous différentes formes. Autrefois, les tout premiers qui sont partis dans l'espace, ils avaient un tube. Imagine ton tube de dentifrice. Tu appuies, tu manges ça. Et tu manges ça pendant des jours et des jours. Alors, il y en a un qui était goût à la framboise, il y en a un qui a un goût au poulet, un goût infect. Ils se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, ils ont trouvé des solutions. Alors, il y a des choses qui sont sous vide, c'est-à-dire qu'on a mis on l'a un peu desséché. Après, on va rajouter de l'eau pour le réhumidifier. Et en fait, c'est dans des sachets bien hermétiques. Il y a des boîtes de conserve. Et puis, là où c'est le top et où ils adorent ça, c'est quand les cargos arrivent, parce qu'il y a plusieurs sortes de cargos, il y en a 3, et que là, ils arrivent avec de la nourriture fraîche. C'est-à-dire qu'il y a des pommes, des oranges qui arrivent, et là, pour eux, c'est le top, parce que c'est vraiment manger comme en bas.
Alors, tandis que vous pouvez regarder le directeur du planétarium, Simon Meyer, en train de distribuer de la nourriture d'astronautes, mesdames et messieurs. Merci Simon. Alors, vous voyez, ça vaut le coup d'être au planétarium aujourd'hui. Hein. Alors, pendant ce temps, on va laisser place à une question. Quand ils reviennent sur Terre, ils ont du mal à marcher ou pas? Alors, quand ils reviennent sur Terre, est-ce qu'ils ont du mal à marcher? Absolument. Absolument. Vous allez le voir dans quelques instants. Ils vont pas pouvoir sortir de leur capsule tout seuls. Il va falloir attendre que les équipes de secours les sortent de la capsule. Et donc, il faudra un temps de réadaptation afin que Thomas Pesquet et Oleg Novitsky puissent marcher à nouveau. S'il y en a qui en ont deux, il ne faut pas hésiter à donner aux voisins à côté, hein, partagez. C'est pas faux. Parce que les astronautes dans la station, vous avez plusieurs nationalités, ils partagent tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout à l'heure. C'est gentil. Merci beaucoup. Le retour de Thomas Pesquet dans l'espace ou sa prochaine mission est prévue et si oui, quand? Alors, elle n'est pas encore prévue cette mission. En général, elle est prévue peut-être 1 an ou 2 après cette mission-là. Mais on peut faire déjà des estimations. Par exemple, on sait que Alexander Gerst, l'astronaute allemand qui est parti en 2014, deviendra commandant de la station en 2018. C'est officiel, ça a été annoncé. Pour ce qui est de Thomas Pesquet, sa prochaine mission, ce serait peut-être aux alentours des années 2020, 2022, voire 2024. Le problème, c'est que l'ISS, actuellement, a une durée de vie limitée à 2024. Bon, c'est un CDD, c'est renouvelable. Hein. Mais pour le moment, on n'est pas sûr qu'il repartira à bord de l'ISS. Peut-être qu'il repartira sur une autre mission. Qui sait, la Lune? On ne sait pas. On peut se permettre de rêver. La Lune ou la station spatiale chinoise, puisque les Chinois sont en train de préparer une station spatiale. Pas aussi grande que l'ISS, mais ils sont partis pour faire quelque chose de sympa. Si un microbe, c'est quoi la catastrophe? Ah, je crois qu'il y en a un qui a vu un film récemment. Non, vas-y, je t'en prie. Le microbe, si tu comprends bien qu'on n'est pas parti avec l'intégralité de tous les médicaments qui existent. Donc, suivant le microbe déjà qui se trouve là-haut, il faut avoir le bon médicament. Et supposons, parce qu'il faut savoir que entre ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe dans l'espace, il y a des changements. Par exemple, tu sais le sucre glace qu'on voit sur les gâteaux qui fait le beau blanc, là, le sucre tout fin. Et ben, sur Terre, tu souffles à peine dessus, pouf, t'en as de partout. Hein. D'ailleurs, si tu souffles dessus un bon coup, ta mère va t'engueuler parce que t'en as mis partout sur la table. Marie-Ange, je te coupe une seconde pour juste dire que les 3 personnes que vous voyez là sont les 3 personnes qui sont actuellement à bord de l'ISS, qui sont restées là-haut. Peggy Whitson, Fyodor Yurchekin et Jack Fisher. Tu peux continuer. Le sucre glace, une fois qu'il est là-haut, on a fait des expériences un peu avec d'autres matériaux qui ressemblent à du sucre glace, et ben, il reste tout compact. Parce qu'il change sa façon d'être. Un microbe, si par exemple on prend le microbe de la grippe, enfin c'est pas un microbe d'ailleurs, mais si on prend un microbe quelconque sur Terre, on ne sait pas comment il va changer dans l'espace. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de toutes les expériences scientifiques que l'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre ce qui se passe entre on est sur Terre et on est dans l'espace en apesanteur. Il y a une expérience très sympa qui a été faite il n'y a pas très longtemps avec 2 astronautes, les frères Kelly. Pourquoi les frères Kelly? Ce sont des jumeaux avec le même ADN, donc ils sont exactement identiques. Il y en a un qui est resté sur Terre et il y en a un autre qui est parti dans l'espace pendant 1 an. Et quand il est rentré, on essaie de voir quelle différence il y a eu entre les deux, puisqu'ils sont identiques. C'est comme des clones, hein, c'est les mêmes. Et donc, ils essaient de voir ce qui a changé. Donc, quand on est sur Terre ou quand on part dans l'espace, il y a des choses qui changent et on ne sait pas forcément comment ça change. Alors, un microbe que l'on connaît, qu'on maîtrise à peu près sur Terre, tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu as un peu mal au ventre, tu vois, bon, sur Terre, tu sais que si tu prends tel médicament, pouf, ça va passer. Peut-être que quand tu es dans l'espace, ça va pas se passer tout à fait de la même façon, hein, parce que il va peut-être changer un petit peu. Et puis alors, je te parle même pas d'aller aux toilettes un peu trop fréquemment dans l'espace. Hein, on vous a pas montré, mais enfin, c'est pas évident quand même. Hein, faut viser. Hein.
Et petite précision, un cachet effervescent dans l'espace, ça a la forme d'une bulle en fait. Il y a eu une photo qui a été faite récemment, je crois que c'était Thomas d'ailleurs, qui prenait une photo d'un cachet effervescent dans de l'eau, mais dans une bulle en fait. Oui, parce que en fait, l'eau ne se comporte pas du tout de la même façon. Ici, vous prenez une goutte d'eau, vous faites ça, pouf, elle tombe par terre. Là-haut, elle reste en boule. Voilà, le feu par exemple. Allumer une bougie, bon, c'est fortement déconseillé dans l'espace, hein, mais testez, vous allumez une bougie dans l'espace, vous n'allez pas avoir la jolie flamme longue comme ça. C'est une boule. Voilà, c'est une petite boule de feu. Donc les choses se comportent différemment. Donc c'est quand même pas évident. Est-ce que Thomas Pesquet peut tomber malade dans l'espace? Alors Thomas Pesquet vient de revenir, donc heureusement il y a échappé. Il est possible de tomber malade donc dans l'espace, hein, tout à fait. Mais dans tous les cas, ils sont en liaison permanente avec la station, avec le sol, avec Houston. Et donc, s'ils ont un problème, ils peuvent soit faire des actes de premier secours, hein, comme on dit, pour soigner la personne, soit carrément faire de la chirurgie. Alors, ils ne sont pas chirurgiens, ils ne sont pas formés à des actes chirurgicaux très, 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 très lourds, mais ils peuvent quand même faire des actes chirurgicaux. Ils ont une table pour ça qui est dans le laboratoire Destiny, le laboratoire américain. Il y a une espèce de civière où on peut allonger et accrocher la personne, et ensuite le contrôle au sol va donner des instructions sur comment soigner la personne, si tu veux. Alors après, si c'est vraiment grave et qu'il faut le ramener, ben, ils vont les ramèneront, mais là, ça se passera mal parce que comme il ne redescendra pas tout seul, il faudra qu'il redescende avec ses deux copains qui ne voulaient absolument pas redescendre. Et logiquement, non seulement il s'est fait mal ou il s'est blessé ou il est malade dans l'espace, mais en plus, je pense qu'il passera un seul quart d'heure en bas avec les copains qu'il a forcé à redescendre plus tôt. C'est son corps, c'est pas sa faute à lui. Hein. Oui, sauf s'il a manipulé quelque chose pas correctement et qu'il s'est coupé, par exemple. C'est vrai. Alors, la question du petit là-bas, parle bien proche du micro. Elles sont comment les douches? La question, eh ben, il n'y a pas de douche. Ah ben oui, voilà, ça y est, j'attends. Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, ils ont essayé dans un ancien laboratoire qui s'appelait Skylab. C'était pas terrible parce que, vous savez, la petite bulle d'eau. Oh, c'est arrivé d'un coup. On n'a pas eu la sortie de la capsule. Allez, priorité au direct, encore une fois. Eh ben non. Priorité au bug russe. Non, c'est bon, c'est revenu. Nous sommes sur le centre de contrôle de la NASA, là, actuellement. Nous sommes à Houston. Vous voyez, c'est quand même relativement moderne. Eh ben, alors ils sont dehors. Ici, avec la casquette, nous avons Oleg Novitsky, qui est le commandant du Soyouz et qui est rentré avec Thomas. Vous les voyez assis, tandis que les équipes médicales et les responsables d'agence sont à côté d'eux. Et Thomas Pesquet avec une casquette sourire aussi. Et avec des gens qui passent devant. Donc là, sur place, concrètement, vous voyez qu'il y a des officiels, vous voyez qu'il y a aussi des responsables des agences, que ce soit l'Agence spatiale européenne pour Thomas ou Roscosmos pour Oleg. Il y a aussi des médecins qui vont aller les examiner plus en détail. Pour le moment, ils ont encore la capsule, la combinaison qu'on appelle la combinaison Sokol, qui leur a servi à rentrer. L'image est vraiment mauvaise. Hein. On a vraiment une... Oui, là... Vous avez un logo Proxima, là. Ça doit être une personne de la mission ça doit du être CNES. son médecin. C'est pas Brigitte Godard, son médecin? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas checké le trombinoscope aujourd'hui. Vous avez un magnifique drapeau français, donc c'est tout à fait normal. Vous avez normalement de l'autre côté des patchs relatifs à la mission, à l'expédition 51 et à la mission Soyouz MS-03, tandis qu'on vérifie ses doigts, à ce que je vois. On a des gros problèmes de connexion avec la Russie. Hein. C'est pas de chez nous, c'est... Il est en train de vérifier aussi son toucher, peut-être. Vérifier qu'au niveau des mains, tout est bon. Au niveau de la bouche aussi. Hein. Hop là, premier contact. Voilà, premier et là, contact, il appelle sans doute sa famille, c'est-à-dire ses parents et sa compagne. Et oui, ils ont le droit à un ça coup de ne fil. fonctionne pas. Comme beaucoup de choses, visiblement, aujourd'hui. Et voilà, téléphone satellite, et ça ne fonctionne pas. Alors, ça vient pas de chez nous. Ceci est écrit en cyrillique. Nous avons un alphabet tout à fait normal ici au planétarium. Donc, ça vient bien de la connexion russe ou kazakh. Alors, est-ce que Oleg va réussir à parler? Hein. Oui, ça y est. Donc, nous avons Thomas toujours au téléphone ou toujours pas. Ou pas. Allô? Ah, on voit qu'il dit allô. Hein.
Ça a l'air d'aller. Ouais, il a un sourire, ça y est, ça marche. Il entend très très mal. Donc là, Thomas Pesquet, c'est ses premiers contacts avec sa famille pour lui dire « je suis bien arrivé ». Bien sûr, on ne connaît pas le contenu de ces conversations, hein, on ne les retransmet pas, c'est normal. Et ensuite, ce sera au tour d'Oleg, ou peut-être Oleg y a déjà eu droit. On dirait que Thomas est heureux, hein, on dirait que Thomas est content. C'est-à-dire que la transmission est mauvaise, sinon on pourrait lire sur les lèvres. On pourrait tricher. Alors c'est un peu éprouvant, hein, il est en forme là, mais vous ne pouvez pas lui demander de courir un 100 mètres. Hein, il redécouvre la gravité après avoir vécu 6 mois en apesanteur. Il redécouvre le poids de son corps, il redécouvre le fonctionnement de ses muscles. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui. Il est quand même assez faible, mais ça va lui revenir assez vite. Ça va revenir très vite. Il faut savoir qu'ont assisté à son décollage des amis et de la famille, dont ses parents, son frère, sa compagne. Et on était avec sa maman, entre autres, qui a été très, très impressionnée par le décollage. Parce qu'un décollage de jour, vous voyez très bien le lanceur et vous voyez qu'il part. Un décollage de nuit, étant donné qu'on était dans le noir complet, la première chose que vous voyez, c'est de la fumée et des flammes. Donc vous ne savez pas, surtout quand vous n'êtes pas habitué, vous ne savez pas si c'est un décollage normal ou si c'est le lanceur qui est en train d'exploser. C'est extrêmement stressant pour les proches. Et quand, après, pendant 2 jours, ils n'ont pas eu de contact, le temps qu'ils fassent le tour et qu'ils rattrapent, parce qu'en fait, leur vaisseau a couru littéralement derrière la Station spatiale internationale jusqu'à le rattraper. Et ça n'est que quand ils sont rentrés à l'intérieur de la Station spatiale internationale qu'il y a eu le premier contact et qu'il a pu échanger avec sa famille et dire « coucou, tout va bien ». Et c'est vrai que quand il a eu sa mère au téléphone, elle était très, très, très émue. Et bon, il a dit « tout va bien, maman, ne t'inquiète pas ». Oui, c'est vrai qu'on avait vu cet échange vraiment quand ils avaient ouvert l'écoutille de l'ISS, qu'ils avaient accueilli l'expédition 50 avec Peggy et Oleg. Et c'était un superbe premier contact entre cette expédition qui avait passé 2 jours dans un Soyouz et qui n'avait pas eu de communication avec leur famille, et les retrouvailles vidéo en plus, puisque on avait accès à l'image. On avait l'image de Thomas Pesquet enfin après 2 jours de voyage où on n'avait pas eu trop de nouvelles. Surtout que c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, un Soyouz, quand il décolle, il arrive à peu près 6 heures après à l'ISS. Correction, normalement, ça prenait 2 jours. Il y a eu une modernisation qui a permis 6 heures. Et là, on a dit... Depuis quelques temps, c'était quand même plus que 6 heures. Mais là, il y a eu un souci. Et donc, ils ont été obligés de passer 2 jours enfermés dans la petite capsule à tourner et à essayer de galoper derrière l'ISS. Donc, il est vrai que pour les familles, c'était un peu stressant. Les équipes, non, parce qu'ils savaient que c'était tout à fait normal. Mais ils ont été contents d'avoir ce premier contact. Tandis que là, on a Oleg Novitsky et Thomas Pesquet n'est plus visible. Il est sur sur notre droite, donc sur la gauche de Oleg, assis juste à côté de lui. Ils n'ont pas mis de couverture chauffante et ça doit aller. Ça a l'air d'aller. À mon avis, étant donné qu'ils ont une casquette, je pense qu'il fait très chaud. Oui, ça doit être le cas. Parce que d'habitude, quand ils reviennent dans les steppes du Kazakhstan, des fois il fait froid et ils leur mettent des grosses couvertures chauffantes pour qu'ils soient bien. Mais là, ça a l'air d'aller, ils ont l'air bien. Essentiellement en hiver, ils leur mettent en général, vous les voyez, des grosses couvertures bleues, ils sont cachés là-dessous. La qualité d'image est vraiment... C'est pitoyable. Oui, ça change de d'habitude. Oui, par rapport à d'habitude, on a des images qui sont excellentes et là, c'est un peu incompréhensible. Et là, on a une excellente météo, mais on a une très mauvaise connexion et une caméra un peu surexposée, comme on dit dans le métier. Ah, là, c'est un peu mieux quand même. Hein. Bon, Oleg a le sourire, Thomas a le sourire. Je pense que l'atterrissage s'est plutôt bien passé. Plutôt, oui. Ils sont arrivés presque pile à l'heure, à quelques minutes près. C'est ce qui était prévu, ils ont bien dérivé. Donc là, en fait, c'est pas la fin de la mission de Thomas. C'est pas la fin de mission de Thomas, puisque la mission Proxima inclut aussi des tests au sol. Donc il fera encore des expériences au sol pour valider et finir sa mission, sa continuité d'expérience. Et ensuite, la mission se terminera dans plusieurs mois, je dirais. Une bonne année, quoi. Au moins une bonne année. Hein. Et les résultats de ces expériences arriveront encore après. Hein. Donc on n'en est vraiment pas là. Hein. Ça ne fait que continuer, j'aimerais dire, pour Thomas Pesquet, pour cette mission Proxima. Alors, ce qui est dommage pour nous, c'est que là, vous voyez qu'il y a 2 logos sur l'image. Vous avez d'un côté, à droite, la NASA, donc l'agence américaine. Et puis de l'autre côté, vous avez l'agence russe Roscosmos. Donc on est beaucoup sur le russe.
Et on n'est pas beaucoup sur notre français. Oui, en effet. En fait, quand c'est des lancements ou des atterrissages de Soyouz, le flux, les caméras, les transmissions sont faites par Roscosmos. Et donc ensuite, le flux est récupéré par la NASA. Et nous, ensuite, on le récupère. Donc ça fait beaucoup de flux. Il y a pas mal de retard, j'aimerais dire, entre les images que vous voyez là et nous, actuellement. Je l'estime à une bonne minute 30 en fait. Mais bon, pour ce qu'il y a à voir en ce moment, c'est... Alors vous voyez que là, ils sont en train de les transporter. Ils vont les amener jusqu'aux hélicos. Ouais. Ils les emmènent très vite. Ça veut dire que manifestement, ils ont... Ah, mais non. Ils vont dans l'attente normalement. Non, ils signent. Ils signent leur Soyouz. Ah oui. Ils signent la capsule. C'est une tradition. Les Russes sont plein de traditions. La toute première, qui est gardée uniquement pour les astronautes hommes et cosmonautes hommes, et vous allez comprendre pourquoi, c'est que Youri Gagarin, avant de partir, donc le premier cosmonaute, le premier homme de l'espace, a eu un besoin pressant avant de monter et a fait pipi contre le bus qui le transportait. Or, aujourd'hui, avec près de 60 ans de décalage, tous les astronautes masculins ont fait grâce aux femmes de le faire parce que ce n'est pas très commode. Elles font le geste, hein, elles prennent la position, mais tous les astronautes hommes sont priés de déposer leurs petites gouttes sur le bus. Ça fait partie des traditions. Tout comme il y a la bénédiction, tout comme il y a tout un tas de choses. L'arbre, on ne vous a pas montré, ils plantent un arbre avant de partir. Depuis Gagarine, ils le font, donc il y a une allée des cosmonautes. C'est tout plein de traditions, et l'une de celles-ci, au retour, c'est de signer la capsule. Tandis que les combinaisons bleues que vous voyez, ce sont les assistants de l'ESA, dont peut-être Romain Charles, hein, d'ailleurs. Sûrement, il y a Romain Charles qui est là-bas. Et ils sont en train de signer la capsule. Donc vous avez vu tout à l'heure la signature de Oleg Novitsky. Et donc là, vous devinez Thomas Pesquet qui est en train de signer, et la qualité d'image qui revient. Yeah. Et nous voyons aussi le patch sur son bras droit, qui est le patch de sa mission, de son vaisseau Soyouz, le Soyouz MS-03. Et en fait, vous voyez que la capsule est orientée de manière verticale, et en fait l'écoutille est sur le dessus, et ils ont un espèce de système à échelle que vous pouvez voir en haut à droite de l'image. Romain Charles est à droite. Ah oui, en effet, oui. Romain est juste le barbu là, celui que vous voyez avec un bouc, c'est Romain Charles. Alors ce garçon a fait une mission qu'on appelle Mars 500, c'est-à-dire qu'il a accepté il y a quelques années, pendant 520 jours, vous imaginez 520 jours, de s'enfermer avec, il y avait je crois un Chinois, deux Russes et je ne sais plus, la nationalité. Ils étaient 6. Ils se sont enfermés dans des modules en Russie pour vivre 520 jours comme s'ils faisaient une simulation martienne, comme s'ils partaient sur Mars. Comme il nous a expliqué, par moments c'était un petit peu dur de se supporter, mais ils ont tenu 520 jours. Et après cette mission, il avait été volontaire en fait, hein, il avait un autre métier, il a été engagé par l'ESA, et aujourd'hui il est support des familles et des astronautes européens. Et là, pour supporter, il supporte le poids de Thomas Pesquet qui vient de poser. Il a dû lui dire qu'il était trop lourd. Ah oui, ils ont dû se lâcher des blagues. Mais tu as grossi dans l'espace. Mais tu manges trop bien. Et il le reporte, ça y est, il redevient support officiel. Hein. Vous savez qu'ils sont partis avec de la nourriture. Thomas avait emmené de la nourriture je crois qu'il y avait Alain Ducasse, du chef Alain Ducasse, et un autre, Thierry Marx. Voilà. Qu'il a fait goûter d'ailleurs à ses collègues. Il a l'air quand même un peu groggy, on ne sait pas, ça fait une position un peu passive. Ils sont un peu coincés. Ouais, c'est un peu coincé quand même, oui. J'ai eu l'occasion d'aller à la Cité des Étoiles il y a une bonne douzaine d'années. À l'époque, donc, j'y étais allée avec mon mari pour un reportage, et ils ont fait une surprise à mon époux. Moi, j'avais compris ce qu'ils étaient en train de préparer. Il m'avait dit « tu dis rien ». Et en fait, ils lui ont fait enfiler un scaphandre d'entraînement, à peu près le même principe, un Sokol. Et je peux vous dire que normalement, ils mettent 5 minutes à l'enfiler. Lui, il lui a fallu 25 minutes avec de l'aide. Et puis il marchait comme ça. On aurait dit un petit vieux. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont des sangles qui tirent devant. Le fessier ressort beaucoup sur une combinaison Sokol. Et il était d'un sexy, vous ne pouvez pas savoir.
C'est bien ce que je dis. Tandis que d'autres hélicoptères arrivent, on a vu Thomas Pesquet qui se faisait emmener dans la tente médicale. Donc il va passer un examen complet. Puis ensuite, il prendra un hélicoptère comme celui-ci, un Mi-8 russe, qui l'emmènera vers l'aéroport de Shashkazgord. C'est du kazakh, j'arrive pas à le prononcer, j'y arriverai jamais. Et qui le ramènera ensuite, il prendra ensuite un avion, un petit jet privé de l'ESA, qui le ramènera au centre des astronautes de Cologne, qui est son fief, sa maison, sa nouvelle maison en tant qu'astronaute. Les astronautes américains vivent majoritairement à Houston. Les astronautes européens, eux, vivent à Cologne, en Allemagne. Alors, il retrouvera d'ailleurs, c'est là qu'il verra sa famille et sa compagne dès cette nuit quand il arrivera. Exactement. Tandis que vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de vent. Et vous voyez aussi la capsule Soyouz qui est rentrée avec ce système blanc qui n'était pas là à la base, que les équipes de secours sont allées chercher et ont posé. C'est un système spécial où on peut monter, ouvrir l'écoutille et sortir les astronautes les uns après les autres et les installer tranquillement sur un siège. Et on leur fait faire du toboggan, vous voyez. On les met dessus et on les fait glisser. En fait, ils sont réceptionnés en bas et posés sur les fauteuils. Donc c'est parfait. Bienvenue sur Terre, bienvenue, vive la gravité. Vous voyez que la couleur, c'est un peu cramé. Ça a quand même subi 1600 à 2000 degrés. Tout le tour est vraiment, franchement cramé. Oui, à la base, c'est lisse, c'est beau, c'est magnifique. Et en fait, à la fin, c'est complètement brûlé, quoi. On va reprendre quelques questions, si vous le voulez bien. Oh là là, il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils en font après des capsules quand ils les récupèrent et qu'elles sont cramées comme ça Certaines vont dans des musées. Oui. Certaines, tous monnaient. Il faut savoir qu'en Russie, tous monnaient. Donc, certaines sont achetées et vont dans des musées. Récemment, il y a celle d'un Européen, c'est celle de Timothy Peake, qui est l'anglais, le britannique. Elle a été achetée et elle sera exposée au Science Museum de Londres. Voilà, à Londres. Alors, on espère, je ne vous cache pas, qu'on prie tous un petit peu pour que celle de Thomas soit achetée et exposée en France. Mais c'est pas donné. C'est pas donné. Et puis les seuls qui pourraient éventuellement se l'offrir, ou avoir une possibilité, il faut de la place. Le Bourget, peut-être. Il y a le Bourget, il y a le musée des sciences de la Villette, la Cité des sciences et la Cité de l'espace. Mais bon, ce sont des prix assez onéreux. Et après, il y en a beaucoup d'autres qui traînent à droite et à gauche, qui sont dans des hangars. Ou peut-être qu'on peut faire une cagnotte auprès du Planétarium de Vaux-en-Velin. Je vais demander à mon directeur s'il peut lever des fonds pour qu'on puisse la mettre en exposition ici. On a la place pour une capsule, largement. Comment s'appelle le truc là, le crowdfunding là, ouais, on fait un crowdfunding, parfait. On va faire ça sur Internet, on va lancer ça pour acheter la capsule de Thomas. Ouais, on la met à côté de la fusée Véronique et puis les gens se demanderont comment on fait rentrer la capsule dans la fusée. La station internationale est prévue pour durer combien de temps encore ? Théoriquement jusqu'en 2024. C'est le contrat qui est passé, le contrat est renouvelable, donc en gros on a un CDD avec l'ISS jusqu'en 2024, renouvelable. Ce sera sûrement renouvelé pendant très peu de temps, mais un petit peu renouvelé, je pense. Disons que pour l'instant, on sait que jusqu'en 2024, tous les pays ont signé pour y rester. Voilà. Après, on renégociera certainement qui veut y rester, qui ne veut pas y rester, sachant que si tout le monde ne signe pas, il est très compliqué de garder la station spatiale en état. Ça demande quand même de l'entretien, de surveiller, et là, où tout le monde suit, où on est obligé d'arrêter. Est-ce que les procédures de décollage, de docking et puis le vol retour, l'atterrissage, est-ce que tout est automatique ? Oui. Oui. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas s'amuser. Ils poussent quelques boutons quand même, mais ils ne peuvent pas s'amuser avec le joystick. Allez, j'essaie au décollage, je me la fais comment ? Je pars tout droit ou je tortille un peu des fesses ? Non, là, c'est tout en automatique. Là. Alors, par contre, pour des raisons de vérification, ces temps-ci, vu que les vaisseaux Soyouz ont été modernisés vers une version qu'on appelle la version MS, il y a des tests qui ont été faits où le pilotage était manuel aux abords de la Station Spatiale Internationale. On a notamment vu, c'était pas chez Kiblo, c'était avant. C'était l'année dernière. Au moment de partir, le commandant du Soyouz a commencé à faire des manœuvres manuelles, mais extrêmement belles, très, très, très belles à voir. Et ça a donné une belle vidéo en accéléré où on voit que le pilotage est parfaitement manuel et qu'il n'est pas du tout automatique, parce que si c'était automatique, ce serait beaucoup plus lisse, ce serait beaucoup plus robotique. Là, on voit vraiment qu'il y a la main de l'homme qui est en train de piloter le Soyouz.
Disons qu'aux abords de la station, ils peuvent repasser en manuel. En revanche, en ce qui concerne décollage et atterrissage, tout est automatique. Voilà. En plus, n'oubliez pas, l'atterrissage, ils sont en train de descendre, ils passent à travers le plasma, ils font 4 fois leur poids, ils ont du mal à soulever leurs bras. C'est pareil au décollage. Hein. Au décollage, c'est jusqu'à 6 fois leur poids. Donc, soulever un bras est extrêmement compliqué. Donc là, tout est automatique. Après, comme vous disait Vincent, au niveau de l'arrivée ou du départ depuis la Station spatiale internationale, là, on peut passer en manuel, on peut faire des tests. Même si l'automatique ne fonctionne pas, on repasse en manuel. Mais tout ce qui est décollage et atterrissage, non. Est-ce que c'est possible d'amérir? D'amérir? Oui. Ça fait partie d'ailleurs des procédures d'entraînement. C'est-à-dire qu'en entraînement, ils apprennent à atterrir et à amérir. C'est-à-dire que pendant toute leur période d'entraînement, un coup, on va les balancer en plein milieu de la forêt ou à un endroit totalement désagréable. On a un replay du posé là. On a un replay filmé par un hélicoptère, ça se voit, de la capsule qui était en train de revenir. Donc là, elle n'est pas repartie, hein. C'est un replay, hein, bien sûr. C'est une rediffusion du Soyouz qui est en train de revenir vers le sol. Et je pense que l'image doit être intéressante s'ils l'ont mise. Hein. Oui. Là, je pense que là, on n'aura pas la colline qui gênera. Ah, voilà. Alors là, c'est ce qu'on aurait dû voir tout à l'heure. Merci les hélicos. Merci les hélicoptères, heureusement. Et vous voyez l'ombre aussi sur la partie gauche, ce qui prouve que le soleil était déjà couchant au Kazakhstan. Il faut dire que en fait, le Kazakhstan, c'est à l'est de nous. Et donc, ils sont entrés dans la nuit avant nous. On a 4 heures, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 4 heures de décalage par rapport au Kazakhstan. Ça dépend si on est en heure d'été ou hiver, mais je crois que c'est 4-5 heures. La variation, c'est 4-5. C'est 5 heures en hiver et 4 heures en été, ou quelque chose comme ça. Pour en revenir à l'atterrissage des Soyouz, s'ils peuvent atterrir à Mérir, les procédures de récupération, de secours, les entraînements pour la récupération en cas d'atterrissage dans un endroit complètement perdu, les entraînements sont extrêmement violents. C'est-à-dire que le mot est faible. Hein. C'est-à-dire que on va dire aux astronautes avant qu'ils partent dans l'espace, ok, on va vous poser une capsule en plein milieu de la forêt. Vous allez utiliser le parachute déployé, vous allez utiliser des branches et vous allez vous faire un abri pendant quelques jours. On revient vous chercher dans quelques jours. Et ils doivent tout faire avec leur kit de secours, avec un parachute déployé pour faire de la toile de tente, des choses comme ça, en plein hiver dans une neige froide comme c'est pas possible, dans un lieu complètement perdu. Ils doivent essayer de survivre en attendant que des équipes de secours viennent les chercher. Alors bien sûr, ils sont pas tout seuls. C'est-à-dire qu'on a des photos de ces choses, donc il y a forcément des photographes qui les prennent en photo. C'est quand même un peu sécurisé puisque c'est un entraînement, mais quand même ça les entraîne au cas où les capsules se posent dans des endroits totalement imprévus et totalement dénués de population. En fait, ils les abandonnent pendant 3 ou 4 jours. Dans un Soyouz, il faut savoir que vous avez une hache, une scie et un fusil. Le fusil, je crois que ça a changé. Il y était encore il n'y a pas bien longtemps. D'accord. C'est un fusil à canon scié. Hein. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous atterrissez en Sibérie, il y a des petites bestioles à poil qui peuvent être plus ou moins grandes et plus ou moins, on va dire, familières, comme des loups et des ours. Donc s'ils tombent au mauvais endroit, et c'est arrivé, ils se sont retrouvés face à des loups. Donc, si vous n'êtes pas armé, ça peut être problématique si ces loups ont très faim. Donc voilà, j'avais vu le kit de survie d'un Soyouz, il nous avait tout étalé sur la table, et quand on avait eu le flingue, on avait dit vraiment, il dit oui, et toujours. Comment on mange la nourriture des astronautes ? Quand c'est du sec, parce que tu vois ce que tu touches dans ta main, là, c'est du sec, en fait. Ils vont mettre de l'eau dedans, ou eau chaude ou eau froide. On va un peu réhydrater. Tu imagines tes cornflakes le matin, si tu les aimes un peu mous, là, tu prends tes cornflakes, tu mets du lait dedans, et puis ça les ramollit. Ils font la même chose. C'est-à-dire que soit ce sont des choses qu'ils vont manger sèches, comme le pain, comme des biscuits, soit ce sont des choses qu'on réhydrate, et là, ils vont mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide qui passe par des petits tubes, par des espèces de petits systèmes de tubes, voilà, pour le déshydrater. À savoir que ce n'est pas du pain comme vous achetez en boulangerie, c'est du pain qui ressemble plus à du pain de tortilla. Vous savez, le pain galette un peu comme ça, qu'on retrouve aussi dans les tacos. Oui, ils mangent essentiellement ça d'ailleurs parce que ça ne fait pas de miettes. Ça fait pas de miettes. Mais ils ont du vrai pain.
Oui, et mais, ils ont du vrai pain. oui, mais on Ce fait sont gaffe des- parce que ça fait des miettes et que les miettes, quand ça flotte dans l'espace, ça On va n'aime pas. dans tous les sens. Donc, faut C'est- faire très leur attention. pain, ce sont des petits cubes de pain grands comme ça, très denses. Vous savez, vous prenez le pain de seigle le plus dense qui existe, là, cette espèce de pain un peu allemand, là où quand vous allez manger une tartine, vous avez l'impression d'avaler un pavé. C'est exactement la même chose. Mais ils préfèrent, et de loin, manger des tortillas parce que ça ne fait pas de miettes et que dedans, ils peuvent se faire des tas de choses, style hamburger, ils s'amusent un peu avec. Tandis que, en fait, ce que vous voyez là, c'est encore une rediffusion. C'est une rediffusion de quand ils se sont approchés du Soyouz et ils s'approchent de l'écoutille. Et regardez, ils y mettent une espèce de clé. Ils vont y mettre une espèce de clé pour pouvoir ouvrir l'écoutille et sortir Thomas Pesquet. Donc là, c'est encore une rediffusion des images qu'on aurait dû avoir à temps et qu'on a au final en retard. Là, on a des images magnifiques. Mais c'est des images excellentes. Hein, c'est des images excellentes. Là, on a toute la récupération de la capsule. Au moins, c'est pas perdu. C'est déjà ça. Est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Là, concrètement, vous voyez, c'est très simple. Hein, ils ont mis une clé qui ressemble à une clé de cocotte minute là, et ils vont ouvrir la cocotte. Hop, on pousse vers l'intérieur. En fait, l'écoutille va glisser. Vous voyez, c'est un peu rond. Et en fait, qui ça va on a à glisser bord? le long. Regardez ça. On a Et on Oleg regarde au ça. centre. Et normalement, on a Thomas Pesquet à droite. Mais Thomas Pesquet est caché là, on ne le voit pas. Mais on voit Oleg, enfin on voit un demi-Oleg parce qu'il est derrière son casque, qui se fait prendre en photo à l'entrée, enfin à la sortie. Oui, bon, il a un problème avec son casque. Non, son Zut. casque redescend. Hein, alors. Ah oui, non, mais maintenant il y a la gravité, hein, donc ça redescend. Hein. Et tandis qu'à côté, on voit la main de Thomas Pesquet. On a vu la main de Thomas Pesquet. Bon, c'est pas. Voilà. En tant que commandant, Oleg était au centre. Exactement. Et donc, on va sûrement voir. Ah bah là, c'était les gants de Thomas qui viennent de passer et les gants d'Oleg aussi. Donc là, ils ont respiré pour la première fois depuis 6 mois de l'air frais. Clairement. Et donc, automatiquement, pendant 6 mois, ils ont été dans la Station spatiale internationale. Ils se sont habitués à l'odeur de la station. Et ce que disent les astronautes quand ils rentrent sur Terre, c'est qu'ils ressentent toutes les odeurs auxquelles ils ne faisaient pas attention avant de partir. Il y a un astronaute, je crois que c'est Valéry Polyakov, que j'avais rencontré en 2005. Il a quand même passé 437 jours d'affilée. Pour l'instant, c'est un record dans l'espace. Donc, c'est un Russe. À l'époque, c'était un Soviétique. Il a dit que quand il était rentré, en fait, quand il marchait dans la Cité des Étoiles à Moscou, il faisait attention à tout. C'est-à-dire qu'il était sans arrêt en train de regarder par terre. Dès qu'il voyait une fourmi, il l'enjambait. Dès qu'il voyait une mouche, il n'osait pas y toucher. Un moustique, il le piquait, il n'y touchait pas. Tellement il avait eu l'impression de ne pas voir toute cette vie et tellement il était respectueux de cette vie. Bon, en rigolant, il nous a dit qu'au bout d'une quinzaine de jours, ça lui était passé, que là, il faisait plus gaffe aux fourmilières qui étaient dans la Cité des Étoiles. Hein. Il enjambait plus parce que sinon, il n'y arrivait plus. Mais c'était passé. Mais au début, il a eu après plus d'1 an passé dans une station, il avait eu un énorme respect pour la vie la plus microscopique qui existait. Oui, j'avais une question. Vous disiez que les missions étaient signées jusqu'à 2024 pour la station. Donc après, vous dites qu'ils pourront éventuellement re-signer d'autres missions. Si jamais personne reconduit de mission, ils comptent faire quoi de la station? Ils comptent la dissoudre ou... On la casse. Oui, hein. On la casse en petits morceaux. En fait, ce qu'elle fait actuellement, c'est qu'elle redescend régulièrement. Et là, on va faire la même chose. C'est-à-dire que on va la casser en petits morceaux. Il y a certains morceaux qui vont complètement brûler dans l'atmosphère en descendant, mais il y en a certains gros, on le sait, qui ne vont pas brûler complètement. Donc l'objectif, ça sera de faire des calculs très savants, bien contrôlés, pour que ces morceaux de station qui n'auront pas pu complètement brûler tombent dans l'océan. Bon, on n'oublie pas que la Terre est quand même recouverte en grande partie d'eau, donc il y a des endroits pour faire tomber, on sait faire ça, mais ils la démonteront entièrement. À savoir que le cimetière des vaisseaux spatiaux repose près des îles Fidji, dans le Pacifique, au nord du Pacifique. Et c'est là notamment que reposent les restes de la station Mir. Station Mir qui est retombée en 2001. Et donc la station Mir était très grande aussi, pas aussi grande que la Station spatiale internationale, mais quand même pas mal grande. Et elle aussi, elle a été désorbitée sans être désassemblée. Et donc, il y a certains morceaux qui ont survécu à la rentrée atmosphérique, à la chaleur de la rentrée atmosphérique, et qui ont survécu, mais qui sont tombés, comme prévu, dans la zone cimetière des vaisseaux spatiaux, vers les îles Fidji. Donc, si vous avez un bateau, vous pouvez aller voir, mais il n'y a rien à voir parce que tout est au fond.
C'est une question débile, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, au niveau dans plongée, c'est possible d'aller les voir, les débris Sachant que c'est au fond de l'océan, je ne sais pas si la pression pourrait l'autoriser. Non, voilà, c'est la question, est-ce que c'est vraiment trop profond pour ça? Je pense que c'est vraiment trop profond pour ça, oui. Je ne suis pas un expert en technologie sous-marine, mais je ne pense pas qu'avec un tuba, tu puisses... Non, mais il faut savoir une chose, c'est que vous avez sur tous ces modules, vous avez de la technologie où les Russes ou les Américains, à l'époque, n'avaient pas trop envie que les autres trouvent. Donc on a fait tomber les morceaux à des endroits où il est impossible d'aller les chercher et les récupérer. Comme ça, personne ne peut aller voir comment ça a été. De plus, c'est pas forcément exempt de produits tout à fait anodins. On sait qu'à l'époque, on utilisait quand même beaucoup l'amiante. Il n'est pas dit qu'il n'y en ait pas qui traînent un peu dedans. Donc voilà. Mais on les a mis de toute façon très profonds, parce que autant vous dire que les soviétiques n'avaient pas envie qu'on aille trouver ça, qu'on récupère et qu'on remonte à la surface. Je voulais savoir depuis quand les Russes et les Américains collaboraient ensemble et s'il y avait un risque par rapport à la diplomatie et à la politique que ça cesse. Ça a commencé au moment du programme Apollo. À la fin du programme Apollo. En 1975, ils ont fait une mission qui s'appelait Apollo-Soyuz Test Project, où en fait on faisait en sorte qu'un vaisseau Soyuz et un vaisseau Apollo qui n'avaient pas servi à aller vers la Lune se rencontrent en orbite et que les deux nations se serrent la main en orbite. Donc ils ont commencé à partir de là. C'était plus idéologique que réellement pratique. Ensuite, il y a eu la station Mir qui était purement russe, pas du tout ouverte aux Américains. Et c'est là qu'un programme est né, le programme Shuttle Mir, qui était vers la fin des années 80. Où là, on s'est dit, OK, on peut faire en sorte que la navette spatiale aide les Russes à construire la station. Et en contrepartie, les Américains auront accès à cette station. Et c'est à partir de là qu'il y a eu vraiment des coopérations. Et la coopération s'est renforcée de façon extrême au moment où le mur de Berlin est tombé, que la réunification de l'Allemagne a eu lieu, que l'URSS est devenue la Fédération de Russie. Et c'est là que les Russes avaient comme projet de faire Mir 2, les Américains avaient comme projet de faire la station Freedom. Et ils ont relié leurs deux projets pour faire un projet international, la Station spatiale internationale, en y greffant aussi les Européens qui avaient aussi leur projet de station qui n'a jamais vu le jour. Voilà. Là-dessus, on va interrompre cette séance. Moi, personnellement, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun problème après cette fin de diffusion. Marie-Ange, je pense que tu es là aussi pour quelques instants. Je suis là aussi pour un petit moment. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir suivi avec nous le retour de Thomas. Merci au Planétarium de Vaux-en-Velin d'avoir organisé cet après-midi, parce que c'est vraiment super. Oui. Ça n'a pas été organisé partout, donc bravo. Oui. Merci aux équipes techniques, vous avez été énormes, excellents. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, il y a la chaîne de l'espace, Stardust, sur YouTube. Stardust sur YouTube, oui. Et le magazine Espace Exploration que l'on trouve en kiosque ou sur Internet, tout simplement www.espace-exploration.com. C'est passé, présent et futur de l'espace et de tous les programmes spatiaux à travers le monde entier. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.